Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Ça me fait plaisir de voir que le sujet qu'on vous propose ce soir intéresse. Bonsoir à ceux qui êtes en ligne également. Ça va nous permettre, je pense, des débats intéressants après la présentation de Guillaume Ancel. Donc, on a le plaisir ce soir de recevoir Guillaume Ancel, qui est, on voit pas mal dans les médias actuellement et qui commente la guerre à Gaza. Et donc, nous avons intitulé cette rencontre « Comprendre la guerre à Gaza ». Et donc, qui de mieux que Guillaume pour en parler et nous éclairer sur les stratégies de cette guerre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui se joue finalement, puisqu'on en parle beaucoup. Beaucoup de personnes en parlent de l'aspect militaire, je vais préciser, sans vraiment savoir ce que c'est que de faire la guerre, qu'est-ce que c'est que la guerre. Et donc, il est important, je pense, d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle, puisque Guillaume Ancel est un écrivain, mais aussi un ancien officier français, et qui a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur des opérations militaires extérieures, au Rwanda, au Cambodge, en Bosnie. Et donc, il y a une vraie expertise et qui va pouvoir nous éclairer sur cette question absolument fondamentale. Comme vous le savez, comme vous l'avez peut-être observé, à l'IREMO, nous suivons depuis le 7 octobre cette tragique actualité au Proche-Orient et à Gaza en particulier. Nous déclinons ce conflit. On a déjà parlé de plusieurs sujets, donc ça a été l'Égypte face à la guerre à Gaza, ça a été le Hezbollah face à la guerre à Gaza. Et dans cette déclinaison de ces thèmes qui nous permet d'avoir un suivi et d'essayer d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe, puisque c'est un peu l'ADN de l'IREMO, d'essayer d'être pédagogue et de donner à comprendre à un public large, un public simplement qui s'intéresse à ces questions, eh bien, de donner avec les meilleurs experts possibles ce temps d'exposé et de débat, puisque, comme vous le savez, vous aurez toute possibilité de poser des questions après la présentation de Guillaume Ancel, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir, en dépit d'un emploi du temps très, très, très chargé. Alors, vous aviez peut-être vu sur l'invitation que je devais animer ce débat avec Jean-Paul Chagnolot. Malheureusement, Jean-Paul a eu un contretemps de dernière minute. Donc, on a quand même préféré maintenir cette rencontre, même si je suis seule à la mener. Je le regrette. J'espère que ça se passera de façon aussi intéressante, même si Jean-Paul est irremplaçable. Mais en tous les cas, dans le contexte actuel, il nous paraissait vraiment important de maintenir cette réunion et de ne pas prendre le risque d'avoir une difficulté à trouver une autre date, d'autant plus que l'actualité, en tous les cas, est de plus en plus lourde, dramatique, chargée, et que je crois qu'on a vraiment besoin de ces explications et de ces analyses. Donc, pourquoi on a choisi d'aborder ce sujet ce soir? Parce qu'on se pose, je pense, toutes et tous, de nombreuses questions sur la stratégie militaire qui est adoptée par Israël dans ce conflit, maintenant depuis plus de 6 mois. Est-ce que cette stratégie militaire correspond ou répond plutôt aux besoins, aux objectifs affichés par l'État d'Israël? Où s'arrête le droit de tuer et de faire la guerre? Quelles sont les armes qui sont utilisées? Qu'est-ce qui est nouveau? Quelles sont les caractéristiques de ce conflit? Et d'aborder aussi un point, je crois, qui est cher à Guillaume, c'est l'importance de la compréhension du militaire par l'opinion publique. Et ça, je crois que c'est un point que tu vas soulever. Et donc, on va essayer de répondre à ces différentes questions. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, vous aurez la possibilité de poser vos questions. J'ai juste oublié de dire dans la présentation de Guillaume Ancel qu'il est auteur d'un livre qui vient de sortir et qui s'appelle Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette aux éditions Flammarion. Alors, c'est vrai que ce sujet ne correspond pas tout à fait à nos centres d'intérêt ici à l'IREMO, c'est pour ça qu'on lui demande de parler de Gaza, mais je signale quand même cet ouvrage qu'il vient de publier et qui peut intéresser quand même certains d'entre vous, même si c'est un sujet différent. Voilà Guillaume, tu as la parole pour amorcer ce débat avec ces premières questions que j'ai posées et qu'on étendra sûrement à ce qui se passe, Iran, Israël, Hezbollah, enfin tous les sujets qui vous intéressent. Voilà. Merci Agnès. Je vais commencer par une anecdote qui est cruelle mais nécessaire. J'ai un ami avec qui je travaille depuis des années qui porte le même nom que moi, mais ça s'écrit avec un E, c'est Frédéric Ancel. Et
on a beaucoup travaillé ensemble sur le Rwanda et ensuite sur la guerre en Ukraine. Et puis le 7 octobre, quand il y a eu cette attaque terroriste, parce qu'il faut la nommer, du Hamas contre Israël, les médias m'ont demandé de venir commenter cette actualité terrible. Et très clairement, d'ailleurs au même titre que pour l'Ukraine, je ne suis absolument pas un spécialiste du Proche-Orient. Par contre, je fais partie des quelques chroniqueurs qui ont une expérience de guerre. Et c'est un peu ça qui fait la différence. Mais Frédéric Ancel, dès le début de mes interventions, m'a envoyé un SMS pas très sympathique pour me dire « Tu ne connais pas le Proche-Orient, tu ne dois pas commenter ces événements à Gaza et en Israël. » Et je lui ai répondu, mais des fois j'aime bien batailler, « Tu ne connais pas la guerre, tu ne dois pas commenter la guerre au Proche-Orient. » Depuis, nos relations sont un peu fraîches, mais je pense qu'on se retrouvera après. Mais je pense que ça montre bien, si vous voulez, cette question de culture que tu évoquais. C'est compliqué, même si je crois que je n'ai jamais fréquenté autant de professeurs à Sciences Po, à croire que tout le monde est prof à Sciences Po aujourd'hui, oui. qui viennent sur les plateaux m'expliquer ce qu'est la guerre, mais quand je leur demande qui a entendu un coup de feu de sa vie en dehors d'un stand de tir, je sens à la réponse que ça va, je vais pouvoir raconter à peu près ce que je veux, je ne serai pas contredit. Ce soir, je ferai attention parce que j'ai un camarade dans la salle qui, lui, a cette expérience-là, qui sait que c'est une culture très particulière. Et je dis qu'un mot sur mon dernier livre, Saint-Cyr, oui, ça a un rapport parce que Saint-Cyr, c'est le cœur de la formation des officiers de l'armée de terre. C'est là où on apprend à faire la guerre et à se taire. Et pour moi, l'impact très négatif, c'est que d'abord, on est dans une démocratie. Et que, deuxièmement, il n'y a quasiment plus d'échanges entre une armée française qui est devenue hyper professionnelle, mais très fermée dans un bocal, et Saint-Cyr est vraiment l'exemple type du bocal, et puis la société, que pourtant l'armée affirme vouloir défendre, mais juste qu'il ne lui parle pas, et la société ne lui parle pas plus. Ce qui fait que quand on se retrouve dans une situation comme la guerre au Proche-Orient, et je dirais pire encore la guerre en Ukraine, on a une société qui à 99% ne comprend pas de quoi on parle. Et quand le président Macron dit peut-être qu'il faut envisager un moment qu'on soit obligé de se battre contre, tout le monde est atterré, je le vois dans mon entourage, ces gens disent non, nous la guerre ça ne nous concerne plus, la guerre c'est pour les pauvres, la guerre c'est pour les gens qui sont loin. Ben non, la guerre, en fait, la guerre, mon ami Michel Goya l'a compté depuis la dernière guerre recensée en France officiellement, même si à l'époque on l'appelait des événements, bien sûr c'est la guerre d'Algérie, qui se termine difficilement en 1962, la France a participé à 33 guerres, sans jamais le dire. Et la première fois qu'on ose dire dans la société qu'en fait on est impliqué dans une guerre, ben, c'est la guerre en Ukraine. Pardon de cette digression. Non. Mais c'est juste pour expliquer que, en fait, c'est difficile de parler d'un sujet comme le conflit au Proche-Orient si on n'aborde pas aussi ce point de vue militaire. Or, cette culture manque. Je vais prendre un exemple, parce qu'il est cruel aussi, mais j'aime bien les choses cruelles, la guerre c'est cruel. Au tout début du conflit, j'interviens avec le chargé d'affaires qui est chargé d'être l'ambassadeur d'Israël. Il a été remplacé d'ailleurs depuis par un homme extrêmement correct et courtois, mais qui vient expliquer que, en fait, les opérations menées par Tsahal, dans le cadre de l'offensive qui a été décidée par Benyamin Netanyahou, sont très ciblées et qu'on chasse le Hamas. Moi qui ai eu la malchance d'être bombardé et d'avoir bombardé, je lui fais juste remarquer que quand on lance des bombes de 500 kilos dans un camp de réfugiés, ça ne s'appelle pas une opération ciblée, ça s'appelle une dévastation. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là, je vois Raphaël consterné, j'oserais pas dire crucifié, ce serait déplacé, mais s'apercevant qu'il dit n'importe quoi, parce qu'il relaye des éléments d'information qu'on lui a poussés, bien sûr, et que, bien évidemment, l'opération à laquelle on assiste ne correspond absolument pas au but affiché. Et là, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous savez, ce qui est très choquant pour un militaire, c'est non pas le fait qu'on mente, parce qu'au fond, ça fait partie du métier, et la première chose qui disparaît dans une guerre, c'est la vérité. Mais c'est qu'on prenne les gens pour des cons. Et ça, c'est compliqué, parce qu'on a l'impression d'être pris pour des cons aussi. Vous voyez, quand j'étais plus jeune,
je suis parti au Rwanda pour l'opération Turquoise avec une unité de Légion étrangère. On était dans une configuration, comment dire, très offensive, n'est-ce pas? J'étais là pour mener des bombardements, donc c'est vous dire. Et du coup, quand on a habillé cette opération en opération humanitaire, je me suis dit, c'est bien de prendre les gens pour des cons, mais enfin, il y a peut-être une limite. Malheureusement, je me suis rendu compte à cette occasion que pas. Donc, quand Benyamin Netanyahou, qui a décidé de ces opérations en riposte de l'attaque terroriste du 7 octobre, a dit qu'il allait attaquer sur la bande de Gaza pour détruire militairement le Hamas et libérer les otages, ça s'appelle un double mensonge. Ou alors c'est un double déni. Je vous laisse choisir selon votre appréciation de Benyamin Netanyahou. Mais ça pose un réel problème. D'abord, on ne sait pas détruire militairement une organisation terroriste. Je pense que toutes les armées qui ont été confrontées à ce sujet, je vais prendre pour exemple la dernière intervention malheureuse de la France au Sahel, on comprend bien qu'une organisation terroriste ne se détruit pas militairement. On peut l'abîmer militairement, mais on ne sait pas détruire une organisation terroriste. Pour une raison simple, mais qui est pourtant très compliquée manifestement à comprendre par un certain nombre de décideurs politiques, c'est qu'une organisation terroriste, et le Hamas en est typique, c'est une armée de miliciens. Par conséquent, un milicien, c'est un civil qui prend une arme à un moment et qui la dépose à un autre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tue tous les civils? C'est pas une armée. Et quand on nous parle des bataillons du Hamas, c'est une plaisanterie. Le Hezbollah au Liban a une armée structurée avec des chars, des commandements, des régiments, des pièces d'artillerie. Le Hamas n'a pas d'armée. Et c'est ça qui la rend très difficile à détruire militairement. Ça n'a pas de sens. C'est un petit peu comme si vous vouliez pourchasser une armée de fantômes. C'est une armée d'ombre, une milice. Alors selon le camp où on se place, on dit ce sont des terroristes ou des résistants, mais ce qui n'empêche que personne ne sait détruire militairement une armée d'ombre. Et ça pose un problème. Le problème, il est d'autant plus dur que les moyens utilisés par l'armée israélienne, et je rappelle que c'est une décision politique, c'est pas l'armée qui décide, elle met des options sur la table, mais c'est toujours, heureusement, le pouvoir politique qui décide, consiste pour l'essentiel à bombarder sur la bande de Gaza. Alors, les bombardements, je vais faire simple, parce que je suis un ancien officier d'artillerie et je connais assez bien ces sujets, on pourrait y passer des heures, mais ça n'a pas d'importance. Il faut juste se rappeler que le mot bombardement vient du mot bombe. On envoie des bombes sur l'autre. Donc, soit on les envoie à partir du sol avec des canons d'artillerie. En gros, une salve d'artillerie, c'est 30 obus de 45 kg qui vont dévaster l'équivalent d'un terrain de foot. C'est ça l'image qu'il faut conserver. Soit on les dévaste avec un bombardement aérien, une bombe de 250 kg, qui en réalité en fait 225, c'est fait pour détruire une maison. Une bombe de 500 kg, c'est fait pour détruire un immeuble de 3 étages. Les Israéliens ont même utilisé des bombes d'une tonne. Donc à partir du moment où on utilise ce type d'armement, on n'est pas du tout sur des frappes ciblées. On ne va pas tuer le numéro 2 du Hezbollah en tapant, du Hamas en allant tirer au Liban et on détruit une salle. Non, là on va détruire l'immeuble entier et son environnement. Et par conséquent, ce ne sont pas des frappes ciblées, par essence. C'est un non-sens de dire que les opérations sont ciblées. Aujourd'hui, elles consistent à détruire dans un périmètre très vaste toutes les infrastructures sur la bande de Gaza. Le deuxième objectif affiché, c'est la libération des otages. Il se trouve que moi, j'ai été amené à faire des opérations de libération d'otages dans des conditions assez difficiles, c'était au Rwanda en particulier, et je ne pense pas qu'en larguant des bombes de 250 kg, on libère qui que ce soit. Ça, en tout cas, je n'ai pas encore compris comment on pouvait faire. Donc, la libération des otages, quand on lance une opération de dévastation massive, est incompatible. C'est deux choses différentes. Il faut faire un choix. Soit on tape à côté pour faire une diversion et on essaye de s'introduire pour aller récupérer des otages, soit on détruit tout sur son passage et les otages y passent. Et ça, c'est typique de l'événement, vous vous souvenez, absolument dramatique, où il y a ces deux ou trois otages, trois otages qui arrivent à se libérer de leur geôlier, qui se pointent devant Tsahal et qui se font consciencieusement tuer, mais alors massacrés, parce qu'il y en a même un qui était blessé, qui a essayé de se réfugier dans une pièce, et les soldats israéliens sont venus l'achever. Pourquoi? Parce que les consignes de tir qu'a l'armée israélienne, et ça c'est une décision politique, ça s'appelle en français simple du tir libre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte à flinguer ce qu'il y a en face. Normalement, dans les règles d'engagement, quand on part en opération, on fixe
ce qu'on appelle les règles d'engagement, c'est-à-dire les conditions sous lesquelles on peut ou pas engager une cible. C'est le mot poli pour dire tirer sur quelqu'un. Les règles d'engagement, en général, sont très contraignantes. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter de faire des morts inutiles, et donc selon la manière, ou plutôt le type d'opération qu'on mène, on fait extrêmement attention. Je veux dire qu'en général, le plus contraignant sont les opérations antiterroristes. Comme on est dans un environnement civil, on essaye de tirer le moins possible. C'est typiquement le cas du GIGN, du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Ils ont quasiment l'interdiction de tirer. Ils doivent tirer que si vraiment ils ne peuvent pas faire autrement, et eux estiment que c'est un échec quand ils sont obligés de tirer. Et puis à l'autre bout du spectre, vous avez le fait qu'on largue un tapis de bombes, ça c'est ce que font les Russes en Ukraine, et puis après on regarde ce qui reste à peu près vivant, mais on détruit tout et après on réfléchit. Sahel est très proche de ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on détruit et on tire sur tout ce qui bouge, tout ce qui peut être estimé, même pas comme une menace. Les soldats israéliens n'ont pas à se justifier aujourd'hui de leur engagement. En fait, ils peuvent tirer librement sur tout ce qui passe devant eux. Et je rappelle au passage que l'armée israélienne n'est pas une armée professionnelle. C'est une armée mobilisée. Or, on sait que les soldats professionnels vont avoir, par expérience, une maîtrise du feu, c'est-à-dire une capacité à se retenir de tirer sur tout ce qui bouge, qui est très supérieure à celle d'une armée mobilisée où les gens sont stressés et ils ont tendance à compenser leur peur par un engagement, je veux dire, exagéré. C'est typique de ces otages qui se pointent devant une unité mobilisée et qui se fait flinguer, mais dans les grandes largeurs. Des dizaines de coups de feu ont été tirés sur eux alors qu'ils n'ont pas une arme. Et qui sont torse nu pour bien montrer qu'ils ne portent pas de bombe, ils ne présentent absolument aucun danger. Donc on est typiquement dans une opération qui ne correspond absolument pas à la recherche ciblée du Hamas, mais à une opération de dévastation. Quant aux otages, compte tenu de la manière dont procède actuellement l'offensive Netanyahou, les otages n'ont aucune importance. Ou alors, Netanyahou a oublié de préciser qu'il voulait libérer des otages morts. Aujourd'hui, on estime qu'il ne reste que quelques dizaines d'otages en vie, sur les 130 officiellement aux mains du Hamas. Et lors de la dernière négociation qui a eu lieu il y a 10 jours, le Hamas a reconnu ne pas être capable de donner une liste de 40 otages vivants. Ça vous donne juste une idée. Alors on sait qu'il y a des otages qui ont échappé à leur contrôle, etc., mais ça vous donne juste une idée des choses. Donc ça montre que les objectifs de guerre affichés par Netanyahou sont incompatibles avec la manière de faire. Si vous creusez un peu, vous vous rendez compte qu'en fait, Netanyahou, il a écrit son objectif dans son livre « Bibi, a Story », qui a dû paraître il y a 2 ans, et dans lequel il explicite le fait que, dans son expérience, il n'est pas possible aux Palestiniens de cohabiter avec les Israéliens, qui seront toujours un danger, et que le seul moyen, c'est qu'ils ne soient plus voisins d'Israël. Et du coup, si vous tirez le fil et si vous lisez entre les lignes de son texte, vous comprenez que son intention n'a jamais été de détruire militairement le Hamas. Son intention, c'est de ravager toutes les infrastructures de la bande de Gaza pour qu'une fois la guerre terminée, personne ne s'imagine vivre là. Et si vous regardez bien, le niveau de destruction est absolument hallucinant. Pourtant, je vous prie de me croire que j'ai vu des destructions que je croyais quasi totales. En particulier dans le nord de la bande de Gaza, il n'y a plus un immeuble debout. Les écoles sont systématiquement détruites. Les hôpitaux sont ravagés. Les mosquées sont ciblées. En fait, si vous regardez bien, on efface toutes les infrastructures qui permettent à un peuple de vivre collectivement à un endroit. Y compris les cimetières. Y compris les cimetières. Mais c'est vrai que les cimetières permettent moins de vivre. Oui, mais c'est un lieu important. Voilà. C'est un lieu important. Voilà. Pardon, mais j'ai traversé 3 génocides. Et ce qui se passe actuellement sur la bande de Gaza, pour moi, n'est pas un génocide. Parce que les Israéliens ont la capacité de détruire le peuple palestinien. Ils ne le font pas. Ils font des dégâts considérables, mais ils ne cherchent pas à massacrer le peuple palestinien, ce qui est le cas d'un génocide. Par contre, ils font des dégâts considérables qu'on peut assimiler à des crimes de guerre, et des dégâts qui sont totalement sous-évalués aujourd'hui. Alors là, c'est assez étonnant de voir comment les médias fonctionnent sur le sujet, mais pas que les médias d'ailleurs. En fait, les horloges se sont arrêtées à peu près à fin décembre. C'est-à-dire qu'on comptait sur l'état civil du Hamas pour dire qui était mort.
L'état civil du Hamas a toujours été d'un côté très contesté, de l'autre plutôt reconnu comme Oui. étant une organisation sérieuse, sauf que depuis, on va dire début décembre, allez, début janvier, il n'y a plus personne à l'état civil du Hamas qui peut aller chercher les morts. D'autant qu'ils sont en général ensevelis sous des immeubles, donc aller les sonder pour se faire tirer dessus, c'est même pas la peine d'y penser. Et donc la seule chose que dit cet état civil, c'est voilà la liste, on doit être à 35 000 je crois aujourd'hui, quelque chose comme ça. On a une liste des morts tracés. Mais ils n'ont jamais dit que les dégâts s'arrêtaient là. Et au passage, ils disent qu'ils estiment qu'il y a au moins 10 000 personnes qui sont ensevelies. Alors moi maintenant, je prends ma casquette d'officier d'artillerie. C'est horrible ce que je vais vous raconter, je vous prie de m'excuser. En fait, en artillerie, on utilise des abacs, on utilise des calculs de projection. Quand vous regardez la fréquence, le type de munitions qui sont utilisées et l'environnement dans lequel on tire, c'est-à-dire un immense camp de réfugiés où les gens vivent les uns sur les autres, on tourne à 10 000 morts par mois. Et en fait, l'intensité des bombardements israéliens est un peu baissée à partir de février, mais malheureusement, est arrivée la crise humanitaire. Et en fait, depuis ce mois-là, on commence à voir des gens mourir du fait de l'absence d'aide humanitaire. Et en plus, c'est toujours les plus fragiles. C'est des gens qui sont malades, c'est des enfants, etc. Et donc, on tourne toujours à 10 000 morts par mois. Donc, en plus du... Non, 10 000 morts par mois, D'accord. All included. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, alors pardon du normalement parce que c'est pas applicable dans ce genre de situation, mais on doit être plutôt autour de 60 000 morts. Et la règle sur un champ de bataille de ce type, c'est qu'on a entre 3 et 4 fois plus de blessés. Le mois prochain, à partir de fin mai, on sera sans doute à 70 000 morts. Et donc ça veut dire 70 000 morts, c'est Hiroshima. Donc il faut se poser la question de, est-ce que, enfin, pardon, c'est un effet de manche, évidemment qu'on se pose tous la question et qu'on ne peut pas l'accepter, mais est-ce que on peut accepter que le gouvernement Netanyahou ait organisé une opération qui fasse autant de morts qu'Hiroshima? Moi, j'ai ma réponse. C'est inadmissible. Inadmissible. Et maintenant, j'en viens à un point qui est crucial d'un point de vue militaire. Détruire militairement le Hamas? Mais non seulement ils n'y arriveront jamais, et d'ailleurs ils le montrent. Tsahal avait annoncé qu'ils avaient pris le contrôle de la partie nord de Gaza, donc autour de la ville de Gaza. Ils sont obligés de bombarder pratiquement tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils ne contrôlent pas la zone. Le centre, ils se sont retirés la semaine dernière de Khan Younes en disant « ça y est, on a terminé nos opérations ». Ils sont obligés de bombarder tous les jours, parce qu'ils ne contrôlent pas le centre. Il ne reste plus que la région de Rafah, qui n'a pas été dévastée à ce stade, et dont Netanyahou montre bien qu'il a l'intention de le faire. Et ça pose un énorme problème, parce que s'il attaque la région de Rafah, sur laquelle il y a plus d'1 million de réfugiés qui sont massés, et qui reste la dernière zone sur laquelle il y a encore des infrastructures debout, c'est pas 10 000, c'est plus de morts encore qui seront accumulés. Donc attaquer Rafah aujourd'hui serait une véritable catastrophe. Si on compare aux catastrophes précédentes, je ne sais plus quoi dire. Mais c'est une catastrophe. Ce qui est plus catastrophique, c'est l'effet militaire. Non seulement Netanyahou n'a pas détruit militairement le Hamas, mais il vient de garantir son recrutement pour les 20 ans à venir. Et ça, c'est le plus grave pour un militaire, parce qu'il y a vraiment un côté totalement contradictoire dans la manière de faire et l'objectif affiché. Il savait dès le départ qu'il ne pourrait pas détruire militairement le Hamas, mais il a fait du Hamas deux choses. L'interlocuteur incontournable aujourd'hui sur tous les sujets de la bande de Gaza. Alors que tous les Palestiniens me disent « c'est innommable, c'est pas au Hamas de représenter les Palestiniens sur la bande de Gaza ». Mais vous remarquez bien que grâce à Netanyahou, le seul interlocuteur de la bande de Gaza, c'est le Hamas. On a l'impression que c'est le seul acteur. Et c'est le seul avec qui on parle, on négocie, on discute, etc. Et puis la deuxième chose, c'est que le Hamas a la garantie, grâce à la politique Netanyahou, de recruter pour les 20 prochaines années. Et là, on voit bien le jeu des acteurs. En fait, Netanyahou ne peut rester au pouvoir que s'il est en guerre. Et son meilleur ennemi, c'est le Hamas, qui a dit dès le départ, vous vous souvenez de leur interview, je crois que c'était dans le New York Times, et qui disait, ou le Wall Street Journal, mais je crois que c'est le New York Times, dans lequel il disait, nous, notre politique, c'est d'instaurer un état de guerre permanent avec Israël. Vous avez deux acteurs qui vivent grâce à la guerre.
et qui s'alimentent réciproquement grâce à cette guerre. La difficulté, la complexité aujourd'hui, c'est d'arriver à stopper ce mécanisme qui est extrêmement dangereux. Je ne sais pas. À la question comment, je dis je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il appartient aux Israéliens de sortir Netanyahou, qui est pour moi un véritable danger pour l'avenir d'Israël. Et il appartient sans doute aux Palestiniens aussi d'arriver à étouffer le Hamas, s'ils ne veulent pas que la seule représentation qu'on ait de la bande de Gaza et des Palestiniens, ce soit cette organisation terroriste, j'insiste sur ce point. Maintenant, je prends un tout petit peu de recul. On a assisté à un moment très difficile dans cette guerre parce qu'il aurait pu avoir des conséquences mondiales. C'est l'échange de tirs entre l'Iran et Israël. C'est la semaine dernière. Alors, pardon, je vous demande de vous accrocher 2 secondes, parce que le truc n'est pas très simple, mais en fait, il est important pour bien comprendre la situation, et on voit le jeu des acteurs derrière. Israël a des preuves que j'ai vues, et qui à mon avis sont irréfutables, du fait que le Hamas a bénéficié de l'aide de l'Iran pour préparer son attaque terroriste du 7 octobre, qui, pour tous les analystes militaires, n'était pas à la portée du Hamas. Le Hamas ne savait pas mener une telle opération, en particulier sur l'aspect cyber, sur la guerre électronique, c'était absolument pas de leur niveau. Maintenant, on sait que les Iraniens ont beaucoup aidé à préparer le Hamas. On n'a plus vraiment de questionnement sur le lien qui existe entre le Hamas, entre l'Iran et la Russie. Alors, vous vous souvenez que le 7 octobre, je fais 1500 km, en Ukraine, c'est le moment où le front bascule. C'est le moment où la contre-offensive des Ukrainiens est arrivée à peu près au milieu de la ligne des Russes. Et s'ils percent cette deuxième ligne, il y en a 3, normalement, l'armée russe est totalement déstabilisée. Et on attend tous, avec inquiétude, ce moment. On sait que c'est le point névralgique d'une contre-offensive, c'est le moment où on perce ou pas. Le 7 octobre, quand l'attaque est déclenchée, la première réaction des Américains, pour des raisons techniques, c'est de recentrer toute leur aide militaire sur le Proche-Orient. Et ils stoppent quasiment leur alimentation, leur approvisionnement, leur aide militaire à l'Ukraine, qui en plus voit arriver du côté russe des millions d'obus qui viennent de Corée du Nord, auxquels on ne s'attendait pas du tout, puisque les Ukrainiens avaient pour tactique de détruire systématiquement les dépôts logistiques dans lesquels il y a essentiellement du carburant et des munitions d'artillerie. Et donc ils étaient persuadés qu'ils avaient asséché les ressources russes et qu'ils allaient pouvoir enfin percer. Cette attaque, elle a été cruciale pour Poutine pour renverser le front en Ukraine. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'au moment de l'attaque du 7 octobre, l'acteur qui a été le plus discret sur le plan international, c'est Poutine. Or, on sait bien que ce n'est jamais ceux qui font le plus de bruit qui, en réalité, ont le plus d'intérêt sur le sujet. À partir de ce moment-là, les Israéliens vont aller chercher à taper, autant qu'ils le peuvent, des responsables iraniens en dehors du territoire iranien. Ils les tapent au Liban, ils les tapent en Syrie. Ils le font de manière, alors là, pardon, en termes d'opérations antiterroristes, très ciblées. Là, ils font, contrairement à Gaza, ils font des opérations, des vraies opérations antiterroristes. On cherche une cible, on fait peu de dégâts collatéraux, on la détruit, c'est remarquablement tracé d'un point de vue du renseignement, et les Iraniens sont extrêmement gênés parce qu'ils imaginaient qu'ils arrivaient mieux à se défendre. En fait, les Israéliens bénéficient de tout le système de renseignement américain qui leur permet d'aller chercher des personnes qui sont persuadées qu'elles ne sont pas traçables. Pour moi, Netanyahou, encore une fois, fait une erreur grave le 1er avril, quand il décide d'aller taper le consulat d'Iran en Syrie pour aller tuer 2 généraux importants iraniens. Mais là, les Iraniens ne le considèrent pas du tout de la même manière. Là, ils ne considèrent pas que c'est une guerre par intermédiaire, ils considèrent que c'est l'Iran qui a été frappé. Et les Israéliens, les militaires israéliens le disent, on a fait une erreur. On n'aurait pas dû frapper dans le consulat. C'est une mauvaise estimation de la situation, et les Iraniens préviennent tout de suite que ça, pour eux, c'est une ligne rouge qui a été franchie. Il y a tellement de lignes rouges qui ont été franchies pendant ce conflit qu'on ne les compte plus, mais pour les Iraniens, c'est un passage de cap. Et là, les Iraniens ont une réaction très intéressante parce qu'elle permet de comprendre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire dans cette situation.
ils décident de riposter massivement contre Israël. C'est la vague de vecteurs. Il n'y a pas que des missiles, il y a beaucoup de drones. Plus de 300 vecteurs qui sont lancés dans la nuit du 13 au 14 avril. Mais alors, cette vague, elle est tout à fait surprenante. Je me permets d'appeler ça une attaque chorégraphique. D'abord, ils préviennent Israël via les États-Unis 3 jours auparavant. C'est quand même rare qu'on vous prévienne qu'on va vous attaquer sur un truc. Du coup, les alliés d'Israël préparent une espèce de cercle de protection de l'Iran et ils vont abattre les 2/3 des vecteurs qui vont être tirés par l'Iran. Ensuite, l'Iran fait extrêmement attention de tirer la nuit pour que si jamais il y avait un missile qui soit endommagé, il fasse le moins de victimes possible. Ils font exactement le contraire de ce que font les Russes en Ukraine aujourd'hui. Et ils ne visent que des objectifs militaires. Alors attention, à ce moment-là, on s'égare. Israël annonce, on a abattu 99% des vecteurs qui étaient tirés contre nous. En gros, on est invincible grâce à notre système dôme de fer. Bon, dôme de fer, en réalité, c'est un système complexe sur lequel il y a un système Arrow en plus, et le front de David, c'est 3 parapluies de protection autour d'Israël. Ce n'est pas du tout l'avis des spécialistes de l'artillerie antiaérienne. Parce que, en fait, il y a 15 missiles qui ont atterri en Israël, ou plutôt qui ont touché Israël, 15 sur 100. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez qu'il y a 200 vecteurs qui ont été interceptés avant qu'on arrive proche d'Israël. En réalité, il n'en reste qu'une centaine sur Israël. Et quand on a 15 vecteurs, même moi qui ne suis pas très bon en maths, on voit qu'on n'est pas à 99%, mais on est à 85% de taux d'interception. Si ces missiles avaient touché des cibles civiles en plein jour, il y aurait eu 300 morts. Et s'il n'y avait pas eu les 3 jours de prévention, plus le dispositif allié, plus le fait que les Iraniens n'ont pas utilisé leur matériel le plus moderne et n'ont pas cherché à faire ce qu'on appelle des trajectoires de vol vicieuses, c'est-à-dire des missiles qui changent de trajectoire pendant le vol, c'est beaucoup plus difficile, bien sûr, d'anticiper leur interception. On serait sans doute à un taux d'interception pour l'ensemble du dispositif dit dôme de fer entre 60 et 80%, pas plus. Ça veut dire que plus du tiers des missiles tirés auraient atteint Israël et commis des dégâts considérables. C'est une des raisons pour lesquelles Netanyahou a été obligé de faire attention quand il a conçu sa riposte. Il y avait les ultra-belliqueux, on connaît bien, qui ont dit il faut s'attaquer à l'Iran dans les grandes largeurs. Et puis il y a quelques militaires de Tsahal qui ont dit la prochaine attaque, il y aura des milliers de victimes israéliennes. Réfléchissons bien, il n'y a pas d'invincibilité. Il n'existe aucun système de protection aérienne étanche à ce jour. Et pourtant, Israël est un tout petit territoire. Si je le compare à l'Ukraine, parce que ce matin on m'a interrogé sur pourquoi on ne fait pas la même chose en Ukraine, juste l'Ukraine c'est 30 fois plus vaste qu'Israël. Il faut avoir cet ordre d'idée. Les Israéliens décident d'une riposte que je vais qualifier de calibrée. Alors, en fait, à très bas niveau de bruit. Ils vont tirer quelques drones, probablement à partir du territoire iranien, contre des cibles exclusivement militaires dont on ignore tous des dégâts. Des cibles autour d'Ispahan. Le but pour eux, c'est de dire, vous avez vu, on a riposté. Mais en fait, de telle manière que, surtout, tout le monde puisse dire, bon, on s'arrête là. Au passage, le message pour l'Iran était très clair. Nous, on a le dôme de fer qui est peut-être incomplet, mais vous, pour protéger un territoire qui, cette fois, est 75 fois plus vaste qu'Israël, vous n'avez quasiment rien. Donc réfléchissez bien à nous tirer dessus, c'est une chose, mais le jour où on vous tire dessus, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je pense que les Iraniens ont très bien reçu le message aussi. Parce qu'ils ont eu du mal à intercepter ces drones, à ma connaissance, ils ne les ont pas interceptés. Donc on voit bien que là, on arrive à un espèce de plafond où les différents co-belligérants se disent « est-ce qu'on a intérêt à aller plus loin ?» Netanyahou avait manifestement en tête de déclencher une guerre contre le Hezbollah libanais, puisque son aile la plus dure dit « c'est l'occasion de détruire le Hezbollah libanais », qui lui est une véritable armée de probablement plus de 60 000 hommes, équipés, organisés militairement, avec des chars, des canons, etc. Et les Américains ont stoppé Netanyahou. Avec aussi, je le pense, c'est mon avis, je le partage, le fait qu'ils ont mis dans la balance la négociation, ou plutôt le vote au Congrès, de l'aide vers Israël, dont a absolument besoin Israël, parce que cette guerre la ruine. Et donc 22 milliards d'euros contre le fait qu'ils n'aillent pas plus loin dans la guerre, ça sans doute pesait beaucoup sur la décision du gouvernement Netanyahou.
L'autre point, c'est que les Américains ont prévenu qu'ils ne suivraient pas sur une guerre contre le Hezbollah. Et d'ailleurs, vous noterez que dans les dernières déclarations du Hezbollah, le Hezbollah dit bien, mais nous, on est prêt à faire la guerre si jamais Israël rentrait au Liban. Et on n'est plus sur, on va rentrer sur Israël, c'est si jamais vous veniez, mais tant que vous restez de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de guerre contre le Hezbollah. Et les Américains ont prévenu qu'ils n'iraient pas sur ce conflit. Or, c'est un sujet très lourd pour les Américains. 85% des munitions qui sont utilisées par Israël, en particulier bombardées, sont fournies par les Américains, au fur et à mesure, parce que les Israéliens n'ont pas de stock. Ce qui veut dire que les Américains disposent d'un robinet, que s'ils le ferment, 3 jours après, il n'y a plus de bombardement israélien. Mais ce robinet, en fait, il est miné, parce que s'ils ferment ce robinet, ils savent qu'ils mettent Israël en très grand danger. Ils envoient le signal, en fait, Israël peut être attaqué, ils n'ont plus de munitions pour se défendre. Je pense que les Américains ne fermeront jamais ce robinet. La différence, la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, pour les Américains, c'était implicite que quand l'administration présidentielle appelait Israël pour dire maintenant on s'arrête, tout le monde s'arrêtait, alors qu'aujourd'hui, du fait de Netanyahou, qui manifestement attend que Donald Trump soit élu, le fait que Biden lui demande quelque chose lui donne une envie furieuse de surtout faire le contraire. Et on le voit très bien sur tous les sujets, négociation d'un cessez-le-feu, il faut faire attention à Gaza, il faut faire entrer l'aide humanitaire. Biden lui fait un bras d'honneur, Netanyahou fait un bras d'honneur aux Américains pratiquement semaine après semaine. Mais on voit quand même qu'on a atteint une limite dans le conflit, c'est cette question d'escalade régionale qu'on a évité la semaine dernière, et ça je pense que c'est vraiment l'administration Biden qui a réussi à empêcher que ça devienne un conflit régional. Les Iraniens se sont arrêtés là, probablement parce que les Américains ont menacé les Iraniens, si jamais ils essayaient d'attaquer réellement Israël, de détruire cette fois une partie de leur potentiel militaire, et ça les Américains en ont les moyens. Et je pense que les Iraniens ont compris aussi que, contrairement à ce qu'ils montrent, Poutine n'est pas aussi puissant qu'il pensait l'être. Mais en acceptant que le conflit n'escalade pas, vous avez vu que immédiatement, les Américains ont pu reporter leur attention sur l'Ukraine, et que là, le pack d'aide qu'ils ont voté samedi dernier, vient d'être approuvé par le Sénat américain, et Joe Biden a promulgué aujourd'hui la loi permettant à ce pacte d'être appliqué. En fait, les Américains avaient déjà prépositionné des munitions et des équipements en Allemagne et en Pologne, et la livraison a commencé. Donc on voit bien que c'est un changement complet de donne pour le théâtre ukrainien, qui est permis par le fait qu'on n'a pas été sur une escalade régionale. Je me permets à ce stade de montrer aussi un aspect militaire qui est souvent ignoré, c'est que les Américains n'ont pas des stocks extensifs d'armement et de munitions. Et par conséquent, ils le gèrent toujours de manière mondiale, et ils sont obligés d'arbitrer. S'ils vont au Proche-Orient et qu'ils acceptent de soutenir Israël sur un conflit majeur, ils ne peuvent pas le faire en même temps en Ukraine. D'autant qu'ils sont obligés de garder des moyens au cas où la Chine attaquerait Taïwan, ou la Corée du Nord, la Corée du Sud. Et par conséquent, ils sont obligés de gérer la partie du stock qui est utilisable, l'autre étant considéré comme étant un pack de secours quasiment. Ils sont obligés de gérer cette petite partie de leur stock sur quelle est notre priorité. Et ils ont réussi à déprioriser le Proche-Orient sur l'aspect escalade internationale. Le point noir, c'est que manifestement, ils n'ont pas obtenu de Netanyahou qu'il cesse son offensive sur la bande de Gaza. Et ça, à mon avis, c'est l'aspect le plus catastrophique sur le sujet, alors même que dans le groupe de Rammstein, c'est-à-dire les 50 pays qui soutiennent l'Ukraine dans sa guerre, il y a des tensions très fortes depuis octobre. Des pays comme le Maroc disent aux alliés « Et attendez, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on soutient l'Ukraine dans des conditions très contraignantes, on leur interdit de tirer sur la Russie, etc., alors que pour Israël, on ne leur a jamais imposé telle chose. Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'Israël fasse des choses qu'on n'accepterait jamais des Ukrainiens? À quoi on joue, quoi? Pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures? Parce que c'est des Palestiniens?
Et donc là, on voit bien que cette tension, elle reste très forte. Elle interroge la plupart des pays, je vais dire du Sud global, pardon cette vilaine expression, mais en tout cas des pays qui se disent, mais c'est quoi cet ordre mondial où on applique une règle à un endroit, puis on n'applique pas la même à l'autre endroit? Et donc, pour moi, la guerre sur Gaza reste un point faible, une source de très grand danger pour ce qui se passe en Ukraine, parce qu'en fait, on ne sait pas régler le sujet de la bande de Gaza. À mon avis, Netanyahou a bien en tête que son offensive s'arrêtera seulement quand il aura fini de dévaster le territoire de la bande de Gaza, c'est-à-dire en fait maintenant il ne reste plus que la partie sud autour de Rafah. C'est la dernière partie où restent des infrastructures debout. Et qu'une fois qu'il aura terminé ça, il pourra accepter un cessez-le-feu, sachant que la bande de Gaza sera devenue totalement invivable et que les Palestiniens, même s'ils doivent traverser la Méditerranée à la nage, n'auront de cesse que de partir. On ne peut pas vivre dans un endroit qui a été intégralement dévasté. Et en fait, le vrai objectif de guerre, pour moi, de Netanyahou, il est là. C'est la dévastation de la bande de Gaza, avec un point qui est assez effrayant. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la semaine dernière, il y a eu un débat très vif au Conseil de sécurité de l'ONU autour de la reconnaissance de l'État palestinien. Et là, dans la foulée, Israël convoque les ambassadeurs des pays qui ont osé soutenir le fait que la Palestine soit reconnue comme un État. Et ce qu'il faut regarder, c'est l'argumentation qui a été utilisée. Nous ne voulons pas, c'est ce que dit l'ambassadeur israélien à Washington, enfin à New York, pardon, auprès de l'ONU, nous ne voulons pas de la constitution d'un État terroriste. Et en fait, on voit bien dans les mots, moi aujourd'hui je suis directeur de la communication, je fais un peu attention aux mots qui sont utilisés, que l'État palestinien est assimilé à un État terroriste, que les Palestiniens sont assimilés au Hamas, et qu'en fait, dans l'esprit de Netanyahou, il n'y a pas de différence entre le Hamas et les Palestiniens. Et que c'est bien ça, la source de cette confusion dans cette guerre, c'est que nous entendons guerre contre le Hamas, mais qu'en réalité Netanyahou pense guerre contre les Palestiniens. Et ça, c'est dramatique, et ça, c'est constitutif d'un crime de guerre, puisque on n'est absolument pas sur une cible militaire, on est bien sur un peuple qui est visé par des opérations militaires. Encore une fois, pardon d'insister sur le sujet, j'ai cette malheureuse expérience, ça n'est pas à ce stade un génocide. Par contre, c'est un crime de guerre massif contre la bande de Gaza et des destructions qui sont absolument inacceptables à ce stade. Mon espoir, c'est que les Israéliens virent, bien sûr, Netanyahou le plus vite possible et qu'enfin, ils construisent un avenir pour Israël, bien sûr, et un avenir pour les peuples qui sont autour d'eux, qui de toute façon ne pourront jamais chasser. J'ai parlé trop longtemps, pardon, non, pas du tout. Je vais répondre à quelques questions. Non, pas du tout. Moi, je voudrais juste quand même rebondir sur cette dernière phrase sur le fait que tu dis qu'il faut se débarrasser de Netanyahou. Oui, mais quand tu vois ce que fait le ministre de la Défense, quand tu vois même Gantz qui est présenté comme quelqu'un du centre, et que la majorité de la société israélienne soutient l'offensive, ce qui se passe à Gaza, même s'il dénonce le comportement de Netanyahou, il y a un truc un peu schizophrène, parce que on peut pas d'un côté soutenir majoritairement les opérations en cours à Gaza, tout en disant qu'il faut se débarrasser de Netanyahou. Donc là, il y a un truc qui, à mon avis, va pas bien. Moi, j'ai été élevé dans la culture de la Shoah et je suis très proche d'organisations juives qui, en particulier, nous ont énormément aidés. Je pense à l'association du mémorial de la Shoah pour l'affaire du Rwanda, pour arriver à comprendre ce que c'était que les étapes à traverser pour faire reconnaître un génocide. Et j'entends tout à fait de mes camarades israéliens, et j'ai des amis dans Tsahal, que ils sont toujours dans un effet de sidération. C'est-à-dire que, je vous vois lever les yeux au ciel, mais il y a un effet de sidération dans la société israélienne, c'est-à-dire que le choc du 7 octobre a été tellement fort qu'ils n'arrivent pas à regarder la réalité. Quand je leur dis il y a 60 000 morts sur la bande de Gaza, ils me disent mais non, le Hamas ne dit pas ça. C'est quand même extraordinaire, ils se servent du Hamas pour m'expliquer que j'ai tort. Là, j'avoue que je suis un peu sidéré, mais bon. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de raisonnement
objectif dans la société israélienne, tellement elle voit son existence en cause, que malheureusement, quand Netanyahou sera sorti, et que là, ils commenceront à regarder l'ampleur des dégâts, je pense que plus personne ne soutiendra l'offensive qui avait eu lieu, et qui s'acharneront sans doute contre Netanyahou. Mais ce sera trop tard. Et c'est bien ça le sujet. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cécité aujourd'hui. Alors j'ai vu une enquête récente, je crois qu'on est encore à une grande majorité effectivement d'Israéliens qui disent mais il faut continuer l'offensive contre le Hamas. Et regardez la communication du gouvernement Netanyahou. Il reste 3 bataillons à détruire à Rafah. Il n'y a jamais eu de bataillon dans le Hamas. Le quartier général du Hamas, vous vous souvenez de ce quartier général du Hamas qui a été sous tous les hôpitaux à peu près palestiniens? Je rappelle juste que le Hamas n'ayant pas d'armée, il n'y a pas de quartier général, et qu'en plus, je ne savais pas qu'en détruisant une salle, on pouvait détruire un quartier général. Ça n'a pas de sens. Ou alors à ce moment-là, il faut détruire tous les immeubles de la bande de Gaza, ce qui est peut-être l'objectif. Oui, c'est pour ça que si c'est ça l'objectif et tel que tu l'as décrit tout au long de ta présentation, on peut quand même se poser des questions sur cette cécité de la société israélienne qui effectivement est encore dans un effet de sidération, ça c'est clair. Mais il y a peut-être un moment où comment sortir de cet effet de sidération et que la question des otages qui mobilise encore la société, et là encore on voit bien qu'il y a une espèce de contradiction où il y a cette mobilisation pour faire libérer les otages. Alors c'est vrai que les familles des otages se sentent de plus en plus seules et de moins en moins soutenues, c'est un fait. Mais comment il y a cette volonté des Israéliens de vouloir la libération des otages, mais tout en soutenant l'opération, et toi-même t'as expliqué qu'effectivement avec autant de bombes lâchées sur Gaza, il est absolument impensable de pouvoir récupérer un jour les quelques otages qui restent. Donc on est dans un truc, mais enfin j'ai le sentiment de folie totale. Où est le raisonnement dans tout ça de la part des Israéliens eux-mêmes? Je ne parle même pas de ce gouvernement qui effectivement est dans une fuite en avant absolument dramatique. Il n'y a plus de raisonnement. Il n'y a plus de raisonnement à ce stade, et en particulier sur les otages, comme tu le décrivais. L'approche est totalement inversée. C'est-à-dire que plus ils continuent à bombarder, plutôt, autant qu'ils continuent à bombarder la bande de Gaza, et ils réduisent d'autant la probabilité de récupérer des otages en vie, tout en disant qu'ils font ça pour libérer les otages. Donc ça n'a juste plus de sens. Oui. Et c'est bien la difficulté, c'est que, au fond, je suis en contact avec une association en France qui bien sûr, milite pour la libération des otages, mais ils se raccrochent à tout ce qu'ils peuvent comme branche. Et en fait, la seule chose que leur dit le gouvernement Netanyahou, c'est « moi, je vais vous libérer les otages ». Et ils le croient encore tout en se disant « mais est-ce qu'il va nous ramener que des sacs en plastique ?» C'est bien là la difficulté, c'est qu'à un moment, vous savez que dans ces moments terribles, on a tellement besoin d'espérer qu'il y a une réalité derrière, qu'on est prêt à entendre les pires mensonges. Et malheureusement, voilà, pour les otages, s'il en reste encore quelques dizaines en vie, c'est le maximum. Et donc, moi, j'avais conseillé, mais ils ne l'ont pas suivi, aux médias de faire très attention au vocable qu'ils utilisent pour les otages et de parler de disparus, pour préparer les familles au fait qu'elles ne récupéreront pas ces personnes. Et lesquelles qui seront récupérées seront en contrepartie d'une majorité maintenant de décédés, et que la technique utilisée n'a aucun sens. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains désespèrent d'arriver à nouer un cessez-le-feu, parce que dans un cessez-le-feu, il est clair qu'ils n'auraient peut-être pas récupéré tout le monde. En tout cas, le Hamas aurait fait croire qu'ils avaient encore des otages, même s'ils n'en sont pas sûrs. Mais oui, c'était le seul moyen de récupérer des otages dans ces conditions. Et est-ce qu'il y a, à ton avis, ou des contacts que tu as avec certains officiers de l'armée israélienne, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des tensions au sein de l'armée sur la stratégie à suivre? Est-ce que tout le monde suit les yeux fermés cette stratégie de Netanyahou? Certains se rendent compte de l'impasse dans laquelle finalement Netanyahou les mène, et c'est eux sur le terrain qui font le boulot. Ou est-ce qu'il y a vraiment une unanimité derrière Netanyahou parce qu'il se considère en état de guerre et qu'il n'y a pas de discussion possible? Les discussions sont très dures. Les discussions sont très dures au sein même de l'équipe de Netanyahou, et je dirais en particulier des militaires. Ce qui est étonnant, enfin non, ça ne l'est pas, c'est que c'est ceux qui ont le plus d'expérience qui sont le plus réticents et qui disent « mais ça ne sert à rien, il ne faut pas escalader, il ne faut pas faire ça, c'est pas comme ça qu'on va libérer les otages ». Et c'est ceux qui sont les plus inexpérimentés qui sont toujours les plus va-t-en-guerre. Mais les plus va-t-en-guerre,
Pardon, ce ne sont pas les militaires. Ouais, et oui. Ce sont les extrémistes de droite qui n'iront jamais se battre et qui sont toujours prêts à expliquer qu'il faut envoyer les enfants des autres aller mourir pour aller tuer les enfants de ceux d'en face. Voilà. On les connaît bien, ce sont les mêmes en Russie de Poutine. J'imagine que vous avez plein de questions. Voilà. Donc on va commencer. Oui, c'est bon. On va laisser du temps au débat. On va prendre 2-3 questions par des groupes de 2-3 questions. Allez-y, madame. Je voulais juste revenir sur la relation entre le Hamas et l'Iran. Vous avez dit que le Hamas, effectivement, n'aurait jamais pu faire une telle opération si l'Iran ne l'avait pas aidé. Est-ce à dire que ça a été commandité au départ par l'Iran? Alors, pardon, je vais prendre 2-3 Oui, questions. il y a une question derrière. Si vous pouvez donner. Non, prenez le micro, sinon les personnes ne vous entendront Mais pas. ça va avec la question précédente. Ah bah, formidable. Je me demandais de quoi meurent les otages actuellement. Est-ce qu'ils sont assassinés par le Hamas? Et d'autre part, cette conjonction d'actions, ce que je ne connaissais pas, entre l'Iran et le Hamas, me fait poser encore plus la question, mais pourquoi le Hamas s'est-il lancé dans une telle chose? Et par ailleurs, c'est une petite question, est-ce que vous confirmez les actions qui sont imputées au Hamas ou est-ce que c'est peut-être du mensonge? On va peut-être déjà répondre à ces 2 questions. Je réponds déjà à ces 2 Ouais. questions. Oui. À ce stade, les analystes militaires ne sont pas du tout d'accord. Ils n'arrivent pas à déterminer si l'action du Hamas a été commanditée ou si elle a été poussée. On a, comme toujours, un faisceau d'arguments, mais qui ne sont pas des preuves pour autant. Par exemple, il y a 1 an exactement, d'ailleurs avant l'attaque du Hamas, donc on est en octobre 2022, le ministre des Affaires étrangères de Poutine va voir les chefs du Hamas. Et à l'époque, on ne comprend pas, parce qu'on se dit, mais il ne va pas aller chercher des obus chez le Hamas, donc pourquoi il discute avec eux? C'est quoi l'objet? Manifestement, ça a été l'objet d'une discussion. Ça ne veut pas dire qu'il a dit pour le 7 octobre, il faudra préparer une opération, mais il s'est manifestement passé quelque chose. L'Iran a servi largement de conseil d'organisateur, de préparation. Et l'opération a sans doute été préparée pendant 1 année. C'est pour ça qu'on fait le lien avec Lavrov. Ce qui est très choquant, et c'est pour ça d'ailleurs que le responsable du renseignement militaire a démissionné en Israël, c'est que les Israéliens ont eu des alertes au moins dans les 3 derniers mois, puisque les Égyptiens, les Américains et les services israéliens ont remonté que le Hamas était en train de préparer quelque chose. Et c'est Netanyahou qui les a balayés d'un revers de main en disant non, l'armée doit se concentrer sur la Cisjordanie. On n'a rien à risquer du côté de Gaza. Il y a ce mur de protection, un système électronique d'écoute. On ne craint rien. Et donc, il a totalement sous-estimé, bien sûr, le danger du Hamas. Honnêtement, mes camarades militaires israéliens sont fous de rage parce qu'ils estiment qu'ils ont fait le job. La difficulté pour un pouvoir politique, c'est que des alertes, il en reçoit 50 par jour. Et que toujours, la difficulté, c'est de dire laquelle je mets sur le dessus de la pile. Vous vous souvenez des Américains, avant l'attentat du World Trade Center, avaient reçu des alertes du FBI. Ouais. Il leur dit, il y a actuellement c'était pas des Saoudiens d'ailleurs, je me souviens plus quelle nationalité ils étaient, qui apprennent à C'était des décoller. Saoudiens. C'était des Saoudiens, mais pas atterrir. Ce qui est toujours un peu bizarre, quoi, dans les écoles de l'armée de l'air, enfin de les compagnies aériennes. Et en fait, juste cette menace, elle avait été écartée. Et donc le fait que Netanyahou se soit complètement trompé, c'est avéré. Pour quelle raison? Moi, je pense que c'est un type qui est extraordinairement tactique, mais qui est un vrai abruti. C'est une erreur dramatique, et c'est pour ça que le jour où il quitte le pouvoir, alors là, les Israéliens vont être terribles avec lui, parce qu'il porte cette erreur, alors que c'est lui, pendant des années, qui a fait croire aux Israéliens qu'avec sa politique de violence, une brutalité, il allait amener une paix, en tout cas de façade. Quelle paix, hein? Jamais eu une telle attaque contre Israël. Donc, qui a commandité l'attaque? Extrêmement difficile de savoir. Par exemple, on est à peu près tous d'accord pour dire que le Hezbollah est totalement subordonné à l'Iran, mais pas le Hamas. Et la relation est plus complexe. Ils les ont conseillés, ils les ont aidés, mais c'est probablement pas eux qui ont dit tel jour à telle heure, il faudra déclencher cette opération. Du coup, c'est quoi le rôle des uns des autres? Ce que je sais juste dire, parce que les événements ne sont jamais anodins,
c'est que l'attaque se déclenche à un moment qui est indispensable pour Poutine. Je ne sais pas aller au-delà dans l'analyse aujourd'hui, je vous mentirais en disant qu'on a démontré le lien, etc. Mais il y a vraiment un lien très très fort entre la Russie, la guerre en Ukraine, l'Iran, le rôle du Hamas, et on est à peu près convaincu que Poutine a joué une stratégie de diversion au même titre qu'en ce moment il essaye d'agiter l'entité serbe de la Bosnie-Herzégovine pour essayer de créer un nouveau foyer de tension et encore une fois détourner une partie de la tension, notamment des Européens, sur la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est son objectif principal. S'il ne gagne pas la guerre en Ukraine, il perdra sans doute le pouvoir. Donc en fait, il joue sa survie politique et sa survie tout court sur la question. Les otages, les otages meurent de tout. En fait, on sait qu'un otage a une espérance de vie qui s'écrase en termes de probabilité au fur et à mesure de la longueur de sa prise d'otage. Parce qu'il manque de soins, il est hyper stressé, il est au milieu de gens qui sont éminemment dangereux, et s'il se blesse, ou s'il se fait quoi, sa chance de survie voilà, est en chute libre, quoi. Donc c'est une catastrophe pour les otages. En dehors des quelques otages politiques, j'ai parlé de journalistes, par exemple, qui ont été gardés pendant 1 an, pendant 2 ans au Proche-Orient, mais dont on savait pertinemment que c'était une monnaie d'échange, et par conséquent, ils allaient être relativement bien traités. Là, les otages israéliens, mois après mois, voient diminuer complètement leurs chances de survie, et si on les récupère, ils seront dans un état dramatique. Est-ce que les Hamas tuent les otages ou pas? Je ne pense pas que ce soit l'intérêt du Hamas, parce qu'ils ont de la valeur. Par contre, il faut absolument garder en tête que le Hamas n'a jamais été un système hyper structuré et commandé. C'est un chaos de clans sur la bande de Gaza, et que ce que disent les négociateurs avec le Hamas, c'est qu'en phase 2, ils voient bien que ils contrôlent pas grand-chose et qu'en fait, il leur faut souvent plusieurs journées pour arriver à savoir qui a quels otages et à quel endroit. Donc, on n'est pas du tout face à un système très organisé. Encore une fois, quand on dit le Hamas ne tue pas les otages, en fait, c'est quoi le Hamas? Voilà. Alors, sur les otages, malheureusement, donc une capacité de survie, une probabilité de survie qui diminue de jour en jour, surtout dans les conditions de cette opération Netanyahou contre Gaza. L'objectif du Hamas, en fait, l'objectif du Hamas dans cette attaque du 7 octobre, dont je dirais la plupart des faits ont été documentés. Ce qui a été documenté, c'est qu'après, il y a eu toujours du côté radical israélien, des gens pour mettre en scène des trucs absolument grotesques, les 40 bébés décapités, etc. Ça a été démontré que c'était faux. Ouais. Par contre, le fait qu'il y ait eu des bébés tués, qu'il y ait eu des enfants tués, que les gamins qui dansaient dans la rave party étaient attaqués, pardon, c'était une opération terroriste, c'était même pas la peine de l'exagérer, ça n'avait aucun sens, mais vous savez bien que dans ces cas-là, c'est une espèce de traînée de feu, une traînée de poudre, pardon, il faut absolument qu'on en rajoute 10 tonnes à des choses qui sont déjà sordides. Moi, j'ai interrogé des Palestiniens sur le sujet et ils ont une explication que je trouve pas acceptable sur la manière dont s'est comporté le Hamas, de dire que c'est dans le feu de l'action qu'ils ont pris goût au sang et qu'il y a des gens qui les suivaient qui n'étaient pas du Hamas. Pardon, mais quand on mène une opération militaire, on est responsable de ce qui se passe. Et donc on ne peut pas expliquer que c'est les autres qui ont massacré. Non, ce sont des gens du Hamas qui ont mené cette opération et qui ont massacré, pour l'essentiel, des cibles civiles qui étaient totalement sans défense, qui ne constituaient en aucun cas des cibles. Et avec une volonté de provocation ultime, puisqu'ils filmaient leur action. On a malheureusement plein de documents qui sont absolument sordides et dans lesquels on voit bien que ils ne sont pas entraînés dans une crise de rage. Hein. Ils tuent délibérément, ils massacrent, ils vont chercher les enfants qui sont cachés dans les pièces refuges, ils leur balancent des grenades. Ça, c'est juste sordide. C'est une véritable opération terroriste. Ça a totalement décrédibilisé le Hamas comme interlocuteur, pour moi, pour la Palestine, parce que ce qu'ils ont commis était totalement inutile. Et ça n'était en rien une opération militaire. On ne peut pas dire qu'on mène une opération militaire quand on va tuer des gamins dans une rave party. Je suis désolé, c'est uniquement pour terroriser la population et choquer les Israéliens. Ils voulaient que les Israéliens soient choqués, et pour moi, ce qu'ils voulaient, c'était être sûr que Israël riposte dans une guerre totale. Encore une fois, ils l'ont dit au New York Times, nous voulons nous installer dans une guerre permanente contre Israël. Et donc, ils ne pouvaient pas enlever
2 officiers de l'armée israélienne. Et puis, non, il fallait absolument qu'il dépasse cette limite de l'acceptable. On n'est pas du tout dans une opération de guerre, on était vraiment dans une opération on veut choquer la société israélienne et l'empêcher de réfléchir à la suite. Pardon, je reprends mes notes parce que il y avait beaucoup de questions. Là, oui, sur la manière de faire, elle est d'une violence et d'une brutalité sans commune mesure. On ne connaît que 2 références à ça. C'est la manière dont agissent les milices Wagner, qui sont renommées maintenant en Afrique. C'est à peu près les seuls à pratiquer cette manière. Ça nous a beaucoup inquiétés. Hein. De se dire, est-ce que c'est elles qui ont inspiré les Iraniens ne sont pas connus pour leur bienveillance en opération, mais ce niveau de violence et de cruauté vis-à-vis notamment des enfants avait rarement été observé. Voilà. Donc oui, il y a une manière de faire qui est incroyablement violente, et ça, le Hamas ne peut pas se défendre de ça. Ils ont beaucoup essayé de trouver des explications sur les côtés, mais non, il n'y a rien qui justifiait un tel comportement, sauf, ça m'a rappelé un truc horrible. Moi, j'ai commencé ma carrière au Cambodge, j'étais négociateur chez les Khmers rouges, à la frontière de la Thaïlande. Je me souviens très bien de Tamok, qui était le bras gauche de Pol Pot, me disant « Nous avons libéré notre peuple ». Voilà. J'ai entendu la même chose de Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, m'expliquant qu'il libérait l'Ukraine. Et j'ai vraiment eu l'impression, en écoutant les explications du Hamas, d'avoir ce sentiment que, en massacrant tout le monde, ils allaient libérer les Palestiniens. Pardon, mais c'est une folie meurtrière. Est-ce que vous avez des informations concernant l'utilisation des hôpitaux pour planifier ou participer aux opérations militaires de la part du Hamas ? Si pas d'informations, est-ce que militairement parlant, ça vous paraît crédible et sur la base de quels éléments ? Alors, en fait, l'innocence est la 2e victime de toute guerre. Hein. Donc, après, la vérité, c'est l'innocence qui disparaît. Bien sûr que le Hamas a utilisé tous les locaux possibles pour se cacher, pour cacher des armes, etc. Mais il n'y a jamais eu d'hôpital qui a été utilisé en tant que tel comme caserne du Hamas. Et c'est là où, à mon avis, les opérations qui ont été menées contre les hôpitaux sont insanes. C'est que dans ces cas-là, s'il y a des unités, par exemple du Hamas, des unités, c'est un grand mot, des hommes du Hamas qui sont passés dans un hôpital, ça ne justifie absolument pas d'aller assiéger et donner l'assaut sur un hôpital. On les chasse, c'est-à-dire qu'en général, on lance un ultimatum, ça les fait sortir, ils se tirent, ou alors ils prennent des malades, des patients en otage, mais là, on rentre dans un conflit d'une nature tout à fait différente. Moi, j'ai vu les images de l'hôpital Al-Shifa, mais c'est effrayant. Enfin, je veux dire, ils ont dévasté l'hôpital Al-Shifa. Et non, c'est pas possible derrière de dire que c'est parce que c'était un quartier général du Hamas et que tous les bataillons du Hamas étaient dans l'hôpital. Les témoignages en particulier des personnels soignants sont incontournables sur le sujet. On voit bien que l'objectif, ce n'était pas de chasser le Hamas, l'objectif, c'était de détruire l'hôpital et de faire en sorte que les Palestiniens n'imaginent même pas qu'ils puissent être soignés. Par contre, pardon de le contredire, les informations du Hamas expliquant qu'à Khan Younes, ils ont trouvé des fosses communes avec des centaines de morts. Alors là, ça c'est le genre de truc dans lequel il faut faire extrêmement attention. Parce que les unités en opération cherchent toujours à enterrer les cadavres, pour éviter tout simplement qu'ils se putréfient en plein air, et puis qu'en plus on ait des épidémies graves, y compris pour les soldats qui sont là. Donc le fait qu'on retrouve des morts dans des fosses communes ne veut absolument pas dire qu'il y a eu des exécutions massives. Là, il faudrait des enquêtes sérieuses, et pas par le Hamas, pour dire est-ce que c'est des gens qui ont été exécutés, est-ce que c'est des patients qui sont morts et l'hôpital a souhaité... de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de les enterrer normalement et juste le faire disparaître. Donc ça, sur ce genre de choses, il faut aller très prudemment. On voit bien la capacité d'instrumentalisation du Hamas pour victimiser ce qu'ils ont quand même déclenché. Donc je rentre pas du tout dans ce genre de polémique. Tant qu'il n'y a pas une enquête sérieuse, c'est impossible de déterminer quelle est l'origine des morts qui ont été retrouvées. Et le fait qu'il y ait des morts à Khan Younes, honnêtement, n'est pas une surprise. Donc, c'est pas un événement en soi. Vous avez parlé, donc,
de la violence qui est réelle du Hamas. Il est vrai que le 7 octobre nous a tous choqués, mais en même temps, j'ai eu le sentiment que vous n'avez pas beaucoup parlé de la violence d'Israël à l'égard des Palestiniens au quotidien et depuis des années et des années, de leur oppression, de cette apartheid qui a été reconnue et citée par des organisations internationales. Donc, si on mettait le Hamas de côté, s'il n'existait pas, ne pensez-vous pas que, de toute façon, la cocotte minute aurait explosé un jour ou l'autre et que on ne peut pas opprimer un peuple sans qu'au bout d'un moment, et l'asphyxier, l'empêcher de respirer, sans qu'au bout d'un moment, il ne réagisse. Alors, vous voyez, c'est à peu près l'explication que donnaient les historiens au Khmer Rouge. Parce que ce qu'on ignore souvent, c'est qu'avant l'épisode de Khmer Rouge, il y a eu un épisode de guerre au Cambodge absolument hallucinant où les Américains avaient décidé, ils étaient en pleine guerre du Vietnam, qu'ils n'allaient pas envoyer de boys sur le territoire cambodgien, ça ferait trop, et que du coup, ils allaient faire une offensive de bombardement aérien. Il y a eu plus de bombes délivrées sur le Cambodge que pendant toute la Deuxième Guerre mondiale en Europe. On oublie cet épisode où c'est des centaines de milliers de tonnes de bombes qui ont été déversées. Et on dit, ça a rendu fou les Cambodgiens, et c'est comme ça que sont arrivés les Khmers rouges, c'est un moment de folie. Oui, mais non. Pardon, le fait que les Cambodgiens étaient ravagés par cette guerre, bien sûr, mais je ne peux pas justifier la folie furieuse et dévastatrice qu'a commise le Hamas pendant l'attaque du 7 octobre. En fait, si le Hamas avait conduit une opération de guerre le 7 octobre, c'est-à-dire qu'il s'en était pris à des cibles militaires, je suis désolé, mais tout le monde aurait dit « c'est la guerre ». Et pardon aux Israéliens, mais vous l'avez bien cherché. Ça fait des années que vous martyrisez la bande de Gaza, le Hamas vous fait la guerre, c'est la guerre. L'erreur, pour moi, tragique du Hamas, et c'est là où on voit l'influence de la Russie, on sait que ce n'est pas une guerre qu'ils ont cherché à déclencher. C'est vraiment une opération, pardon, mais de terreur pure, d'aller massacrer des enfants devant leurs parents. Je ne parle pas des crimes sexuels, parce qu'à côté de toute façon du fait qu'ils ont tué leurs victimes derrière, on a presque envie de dire, qu'est-ce que vous voulez, dans l'horreur, il y avait plus de limites. Mais ça n'est pas excusable. Donc moi, je refuse, et j'en ai beaucoup parlé avec des amis militaires musulmans qui m'ont dit « Guillaume, il faut regarder l'opération du 7 octobre comme étant la conséquence d'années… Oui, mais non, parce que ce n'est pas une opération militaire qu'a conduit le Hamas. Et d'ailleurs, c'est bien là qu'on voit que le Hamas peut être qualifié d'organisation terroriste, parce que si, encore une fois, ils avaient mené une opération militaire, on dirait juste, alors là, d'avoir réussi à défaire tout le système de détection et d'alerte militaire israélien qui était considéré comme un des plus performants du monde, on n'aurait pu que dire c'est une guerre. Voilà. Mais là, ce n'est pas une guerre qu'ils ont déclenchée, c'est un massacre. Moi, je n'ai jamais pu justifier un massacre pour en avoir traversé de très sévères. Je pense qu'à partir du moment où on justifie un massacre, on ouvre la porte au pire. Oui, mais c'est vrai que la riposte israélienne est une riposte absolument terrible et qui vise indistinctement les civils. Je ne crois pas avoir dit le contraire. Non, non, absolument, absolument. Attendez, maintenant le micro pour… Oui, alors juste, il y en a des questions en ligne, donc je fais oui, une en ligne, une en salle. Comment une réponse au 7 octobre, comme une réponse au 7 octobre, quelles sont les autres options militaires que l'armée israélienne aurait pu mener ? Oui, alors, c'est une question qui m'est souvent posée dans les cercles israéliens, où ils me disent, d'accord, Guillaume, c'est bien, tu dis l'opération de Tsahal voulue par Netanyahou, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Tout sauf ça. Tout sauf ça. Parce que ce n'est pas une opération militaire contre le Hamas. Au même titre que je dis, ce qu'a fait le Hamas n'est pas une opération militaire, ce que fait Tsahal aujourd'hui sur la bande de Gaza n'est pas une opération militaire. Et je parle que de Gaza, mais c'est une catastrophe. Parce que d'un point de vue militaire, ça n'a pas de sens. D'abord, ils ne détruiront pas le Hamas, et ils le savent pertinemment, mais quand ils seront face au bilan, comment est-ce qu'ils expliqueront qu'on a tué 60 ou 70 000 Palestiniens, dont 90% sont des civils qui n'ont aucun rapport avec le Hamas? Ça n'a pas de sens. Et donc, le
dans le spectre entre ne rien faire, qui n'avait pas de sens, et tout détruire, une population, pardon, un territoire complet, ce n'est pas la population que je cherche à détruire, c'est le territoire palestinien, je pense qu'il y avait quand même sérieusement d'autres options, d'autant que Israël a une vraie expérience de la lutte antiterroriste. Ils l'ont montré. Par conséquent, c'est là où pour moi c'est inexcusable, c'est qu'ils savent très bien combattre le terrorisme, qu'ils aient cherché impitoyablement à retrouver les personnes qui avaient commis cet acte terroriste, n'aurait choqué personne, y compris s'il y avait eu des dommages collatéraux. Mais là, c'est plus des dommages collatéraux à une opération antiterroriste, ça n'est plus que des dommages collatéraux dans lesquels on ne sait même plus où sont les terroristes. C'est ça qui est inversé, c'est ça qui fait qu'on bascule dans le crime de guerre. Parce que quand on a 90% de victimes civiles, c'est plus une opération militaire. Oui, pour prolonger par rapport à l'attitude de l'armée israélienne, je voudrais savoir ce que vous pensez parce que ça fait beaucoup polémique de toutes les images qu'on voit de soldats israéliens qui font des selfies, qui se mettent en scène chez les gens, etc., chez les Palestiniens. Et qu'est-ce que ça dit, parce que vous avez dit que c'était pas une armée professionnelle, etc., qu'est-ce que ça dit sur l'armée israélienne et sur l'état de son commandement, de son contrôle des troupes, en fait? Alors, on va peut-être prendre deux. Madame, vous aviez une question aussi? Oui, il y a deux observations un peu pour expliquer Hamas et Israël. Concernant Hamas, est-ce que vous ne pensez pas que l'indifférence totale concernant la situation au Gaza et le désespoir, l'absence de futur, les pays arabes qui s'accordent, qui reconnaissent, et les pays arabes qui ne leur soutiennent pas, que c'est aussi un besoin de frapper fort pour rappeler qu'ils existent et que ce qu'ils ont fait auparavant n'a pas suffi pour attirer l'attention sur leur situation désespérante. Concernant Israël, vous parlez de ciblage. Bon, c'est facile, enfin facile, c'est faisable de cibler des puissants dans un consulat à Liban. Quand le Hamas fait toujours attention, évidemment, comme un shield humain, comme on dit, c'est pas facile de faire une opération ciblée. Merci. Sans toucher les civils. Je vais répondre déjà à celle-ci. D'accord. Sur le comportement de l'armée israélienne. Alors, comme on est dans un monde hyper médiatisé, il faut faire attention. C'est le comportement de quelques soldats israéliens. Ce n'est pas le comportement de l'armée israélienne. D'ailleurs, l'armée a tout de suite communiqué et réagi en disant c'est pas acceptable, c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Le problème, toutes les unités y sont confrontées, hein, pas que des unités mobilisées comme des unités israéliennes, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a un smartphone. Et dans l'armée française, je peux vous assurer que mes camarades, moi je suis de la génération de Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, donc on commence à arriver un peu en limite de péremption, mais c'est mes camarades qui commandent les armées aujourd'hui en France, ils me disent tous qu'ils sont affolés avec cette capacité qu'ont les gens, avec des comptes anonymes, à propulser des informations qui n'auraient jamais dû être données. L'armée israélienne, comme d'ailleurs le gouvernement israélien, n'a jamais avalisé ce genre de comportement et ils essayent plutôt de sanctionner les soldats qui ont fait ça parce qu'ils savent que ça abîme leur image. C'est totalement inutile. Et honnêtement, c'est un comportement indécent. C'est-à-dire que quand on fait la guerre, on ne peut pas se comporter de cette manière. Après, quand on parle d'humiliation, pardon, mais voilà, l'humiliation est là. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Moi, je le trouve beaucoup plus grave quand le gouvernement Netanyahou autorise la destruction de mosquées. Quand on sait pertinemment que ce ne sont pas des QG du Hamas et que c'est vraiment pas en détruisant une mosquée qu'on détruit le Hamas, mais le fait de s'attaquer à des symboles religieux, c'est vraiment une attaque contre la culture d'une société. Et ça, c'est pour moi dramatique. C'est vraiment, c'est une signe de, une volonté d'effacement d'une forme de culture. On a vu aussi sur la bande de Gaza que tous les lieux culturels avaient été systématiquement détruits, y compris les lieux historiques, ce qui est resté de monuments importants pour les Palestiniens. Donc il y a vraiment quelque chose de, qui relève de l'écrasement. Voilà, on veut détruire en profondeur ce qui a fait que les Palestiniens vivaient sur la bande de Gaza. Ça, à mon avis, est très grave dans le comportement de l'armée israélienne. Je voudrais juste ajouter que dans ce comportement, il y a une volonté de faire disparaître les Palestiniens du territoire. C'est-à-dire que les Palestiniens ne finissent par disparaître. Alors, pas les Palestiniens, que les Palestiniens s'en aillent. Oui, mais quand tu détruis absolument toute histoire, parce que dans la destruction de la bande de Gaza aujourd'hui,
Tu détruis les écoles, les hôpitaux, les cimetières, les mosquées, les églises. Dans le même sens, tu remets en cause l'UNRWA, qui est l'agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Donc moi, je trouve que quand tu réunis tous ces éléments, c'est la destruction, c'est la volonté de faire disparaître cette mémoire et donc ce peuple. Alors, attention. Oui, je sais, je sais, oui, mais le peuple existe encore. Mais comment il vit le peuple? Quand tu n'as plus de maison, d'hôpitaux, d'écoles, tu n'as plus rien, on t'a tout enlevé, comment le peuple vit? Comme il ne peut plus vivre, effectivement, il essaye de partir. Seulement, il part où? Puisqu'il est coincé, et ça c'est un cas unique quand même dans ce conflit de Gaza, il ne peut pas aller en Israël, il ne peut pas aller en Égypte, il reste la mer. Donc, que fait ce peuple face à cette situation? Donc, je ne sais pas comment il faut appeler ce qui se joue, mais qui est quand même, à mon avis, un cas assez unique. Il peut pas, les Syriens, quand ils étaient coincés, même après le siège d'Alep qui a été terrible, les Syriens ont pu partir en Turquie, il y avait des frontières qu'ils pouvaient traverser. Agnès, là, qu'est-ce qu'ils font? Tu as raison, le cas est extrêmement grave, mais il n'est pas unique. Ça a été le cas pour la diaspora juive, qui pendant des décennies, voire des siècles, a été obligée de s'enfuir en permanence et d'essayer de conserver une culture commune, alors que tout avait été détruit. Oui, mais profondeur. Elle pouvait partir. Il y avait des endroits là où va physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Là, la seule zone qui est totalement fermée aujourd'hui, c'est la bande de Gaza. Oui. Et en fait, non, je parle que de la bande de Gaza. Ouais, là. là, on parle que de la bande de Gaza, Ouais, mais bien il y a sûr. heureusement d'autres Palestiniens. Enfin, en tout cas, il y a des Palestiniens qui vivent ailleurs que sur la bande de Gaza. Mais la bande de Gaza, on voit bien qu'elle est totalement mise sous étranglement, Ouais. en suffocation. Et on voit très bien que dans l'esprit de Netanyahou, à un moment, il arrêtera et laissera les Palestiniens décider eux-mêmes, ceux qui auront survécu à cette période, qui sont la majorité, de ce qu'ils veulent faire. Et pour moi, pour avoir traversé des territoires dévastés par des guerres, je pense notamment au Cambodge, normalement, il n'y a personne qui s'imagine vivre dans un champ de ruines, surtout s'il a des enfants ou s'il croit qu'il a encore un peu de famille, etc. Et c'est eux qui feront tout pour s'enfuir. Et à ce moment-là, les frontières... Alors, Oui, c'est ça. pardon, j'explique. Ouais. Dans la salle, on me pose, mais où est-ce qu'ils partiront? Vous savez comme moi que ce n'est pas Israël qui va les accueillir, et l'Égypte a bien montré qu'elle n'avait pas l'intention de les héberger. Absolument. Et par contre, ils peuvent parfaitement accepter qu'ils traversent. C'est le propre de toutes les diasporas. Regardez ce qui s'est passé dans d'autres endroits où il y a eu des destructions massives. En fait, quand les gens veulent s'enfuir, je ne dis pas qu'ils traverseront la Méditerranée à la nage, mais bien sûr qu'ils chercheront par tous les moyens à partir. Et je ne serais pas étonné que l'Égypte, par exemple, laisse un certain nombre de transits s'effectuer à condition que les Palestiniens ne restent pas en Égypte. Eh oui. Et ça, ils auraient bien raison parce que ça leur permettrait de ne pas avoir à gérer le problème palestinien. Et puis après, ils estimeront qu'ils feront partie de ces innombrables exilés qu'il y a dans le monde entier, de gens qui fuient pour essayer de se réimplanter quelque part. Je n'ai pas dit que c'était une solution. Non, je dis bien que sûr, ce qui c'est se pas une passera solution. à la fin de l'offensive Netanyahou, ce seront des Palestiniens qui n'auront plus rien sur la bande de Gaza et qui chercheront par tous les moyens à fuir. Et quand on veut fuir, ils laisseront plein d'enfants mourir en essayant de traverser la Méditerranée sur des barques insales, mais vous verrez que les Israéliens relâcheront en fait la fermeture, sauf du côté israélien bien sûr, pour les Palestiniens, et qu'ils privilégieront le fait que les Palestiniens puissent s'enfuir en disant « c'est pas nous qui les allons s'enfuir ». On n'a pas organisé un exode, on a juste rempli les conditions pour que plus personne n'ait envie de vivre sur la bande de Gaza, sauf, parce qu'à mon avis c'est ça qu'a Netanyahou en tête, au bout d'un moment, comme le terrain finira par se désertifier, de dire qu'à ce moment-là c'est normal qu'il installe des colons. Vous avez dit que le Hamas veut la guerre permanente avec Israël, donc je me demandais pourquoi et quels intérêts pour le Hamas. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Hamas. Donc c'est ce qu'ils ont déclaré, ils l'ont confirmé à plusieurs reprises à des journalistes américains qui leur ont posé cette question, pourquoi vous avez déclenché l'attaque du 7 octobre? Et le Hamas a expliqué qu'il voulait instaurer un état de guerre permanent contre Israël. Je pense que le Hamas fait partie de ces organisations qui ne vivent que de la guerre. Et que c'est bien là la difficulté, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais eu de projet politique d'avenir pour la Palestine. Et plus la guerre continue, et en fait, plus le Hamas vit.
c'est comment dire, la question clé de ce type de conflit, c'est qu'on croit diminuer la capacité de nuisance du Hamas, alors qu'en fait, on le grossit en permanence. C'est un peu la question qu'on n'a jamais résolue quand on a voulu faire de la lutte antiterroriste. Je reviens sur le Sahel pour la France. Chaque fois qu'on s'est attaqué à des organisations radicales, on a cru, en tuant une quinzaine de soldats, en finir, sauf qu'ils en ont recruté 150 derrière, parce qu'on a attaqué ces 15 soldats. Donc c'est un espèce de puits sans fond qu'on alimente, et à mon avis, c'est extrêmement dangereux quand on fait de la lutte antiterroriste, c'est de penser qu'en étant ultra violent avec ces organisations, on arrive à les réduire. En réalité, on les renforce. Une question en Alors, ligne encore? Il y a plusieurs questions, donc Vous je aurez- les fais, vous les Oui. notez, ça ira plus vite. Alors, du coup, ne pensez-vous pas qu'Israël se saisisse de l'occasion du 7 octobre pour dévaster Gaza, faire fuir tous les Palestiniens afin de reconstruire et établir une nouvelle colonie à Gaza? Donc, est-ce que l'objectif, c'est pas plutôt d'implanter une colonie à Gaza? Une question, vous en avez déjà un peu parlé, mais je la pose quand même pour respecter toutes les questions, c'était sur les fosses communes qui étaient faites dans Gaza. L'ONU a réclamé des enquêtes, et la question, c'est comment des enquêtes internationales seraient-elles possibles? Voilà. Oui, bonsoir à tous. En fait, moi, je voudrais juste réagir dans le prolongement de ce que Madame, la question qui a été posée par Madame. Et en fait, oui, bien évidemment, personne ne conteste le fait que les actes du Hamas le 7 octobre étaient des actes de terreur. Mais en fait, ce que je trouve choquant, c'est qu'on réponde à chaque fois, oui, la riposte également est absolument horrible, mais je trouve que cela conforte une espèce d'amnésie par rapport à ce qui se passe en Palestine et à Gaza, enfin, et, en Cisjordanie, depuis des années, des décennies et des décennies. On peut juste repenser à ce qui s'est passé à l'occasion de la Grande Marche du Retour en 2018, où des civils ont été... l'armée israélienne leur a tiré dessus. En fait, je trouve qu'on ne parle pas assez justement... ce que j'aimerais entendre de votre part en tant qu'expert militaire, c'est est-ce que l'armée israélienne est si clean que ça jusqu'au 7 octobre? Et est-ce que l'armée israélienne, est-ce qu'on ne peut pas parler de terrorisme d'État aussi de la part de l'État israélien? Parce que voilà, on a tous en tête ces images de civils qui font une marche et qui sont ciblés. On a tous en tête ces vidéos d'enfants qui sont pris en otage, on pourrait dire, kidnappés par des soldats israéliens dans la rue, des enfants. Et en fait, je trouve que ça conforte. On les voit, hein, ces vidéos-là. On les voit partout sur les réseaux sociaux. Hein, elles sont pas secrètes. Et je trouve que oui, ça conforte un certain narratif qui voudrait dire que tout a commencé le 7 octobre et que la terreur du Hamas est absolument, c'est la pire des terreurs et que jusque-là, Tsahal, voilà. C'est sûr qu'ils ont maintenu ce qu'on appelle un conflit de basse intensité. C'est probablement, ça joue probablement à donner une image de Tsahal qui est acceptable. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler de terrorisme d'État aussi, de la part d'Israël? Je vais essayer de répondre à ces questions. Israël qui saisit l'occasion pour... pardon, mais c'est choquant, quoi. Je veux dire, dans un sujet comme ça, c'est pas une occasion. Alors, il peut toujours y avoir des gens d'un cynisme total. Mais en réalité, c'est d'abord un drame dans lequel les gens réagissent très mal. Par exemple... vous aurez compris que je déteste totalement la politique de Netanyahou, qui pour moi est emblématique de l'extrémisme qui emmène à la guerre. Mais c'est d'abord, l'attaque du 7 octobre, c'est d'abord un échec de Netanyahou. Donc je veux dire, c'est pas une occasion, c'est un échec total d'une politique ultra-sécuritaire et d'une violence absolue, dont Israël découvre à un moment que non seulement ça sert à rien, mais que les effets sont complètement contraires à ce qu'ils attendaient. Donc, est-ce que c'est une occasion? Oui, on peut avoir cette vision-là. Moi, je l'ai pas. Je pense que c'est pas du tout, malheureusement, une occasion. C'est surtout, comment dire, des événements absolument effrayants de violence qui sont déclenchés dans des conditions qui, malheureusement, permettent leur réalisation, avec beaucoup d'acteurs
On l'a dit tout à l'heure, hein, l'Iran, la Russie, l'armée israélienne, mais est-ce que pour autant ça justifie cette explosion de violence? J'espère que non. Vous savez, moi, ce qui m'a frappé, j'ai traversé 4 guerres, c'est que, en fait, tout le monde peut être d'une violence inouïe. J'ai en mémoire en particulier, dans un camp de réfugiés Tutsi au Rwanda, un professeur d'université Tutsi, je suis avec Florence Aubenas, la journaliste qui à l'époque était à Libé. Et le professeur, c'était le recteur de l'université, la prend à partie, il lui dit « Vous vous rendez compte, madame, vous vous rendez compte la violence de mon peuple, regardez, c'est des sauvages, la manière dont ils ont massacré les gens. » Puis là, à ce moment-là, je suis escorté par un légionnaire et qui dit « Vous avez le monopole de la violence? Moi, je suis serbe. » Voilà. Ça calme tout le monde. Malheureusement, le pire est possible absolument partout. Le Cambodge était considéré comme une des sociétés les plus douces et les plus calmes d'Asie. Ouais, 3 millions de morts dans une guerre civile. C'est incroyable. N'importe qui peut être d'une violence inouïe. Et c'est pour ça qu'on se trompe quand on pense que la guerre ne concerne que les autres. C'est là où, à mon avis, on a fait une erreur fatale dans notre propre société. Je parle de nos sociétés en Europe. On a trop rapidement voulu croire, comme l'a dit Olaf Scholz très bien devant le Bundestag, nous n'avons plus d'ennemis. Mais ce n'est pas nous qui décidons d'avoir des ennemis. C'est le fait qu'on sera toujours menacé. Et par conséquent, il faut se poser la question de est-ce qu'on a la volonté de se défendre ou est-ce qu'on est juste là pour dire on va se soumettre au premier qui nous montrera ses dents, ses crocs. Donc la question de l'opportunité, non, alors moi j'y crois pas 2 secondes. Après le fait que dans ces moments-là, certains en profitent pour essayer de réaliser des objectifs qu'ils ont en tête depuis longtemps, c'est typique de Netanyahou. J'ai dit, Netanyahou, il l'a écrit. Je crois que ça date de 2022, je n'ai plus tout à fait la date en tête, mais un ami suisse m'a renvoyé les pages de ce livre où il décrit exactement ce qu'il est en train de faire sur la bande de Gaza. Donc ça, c'est évident que lui, il avait un objectif en tête et qu'il ne l'a pas oublié. Les fosses communes, la réponse est dans la question. Une enquête internationale aujourd'hui sur la bande de Gaza, mais voilà, magnifique. Si on pouvait faire ça, c'est un peu comme ont essayé de faire les Ukrainiens au début face aux crimes de guerre commis par les Russes. Ils ont dit on va confier ça à la justice. Quand on fait la guerre, il n'y a plus de justice. Donc c'est ça qui est un peu problématique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de garder des traces et un jour poursuivre les criminels de guerre qui ont fait ça. Mais quand on fait la guerre, la justice disparaît. C'est malheureusement le propre de la guerre. Une armée israélienne qui incarnerait un terrorisme d'État. Alors, vous voyez, là, c'est là où je comprends que dans notre société, on a perdu toute culture militaire. En fait, les militaires exécutent ce que le pouvoir politique décide. On a très très peu de cas d'armées qui soient devenus autonomes. Et je vais reprendre un exemple tragique, c'est que, parce que j'y ai participé, l'armée française a été envoyée au Rwanda sous un prétexte humanitaire, alors qu'on a apporté un soutien de fait aux génocidaires. Mais il n'y a aucun de mes camarades qui a décidé ça. Et pourtant, depuis la jurisprudence de Nuremberg, il est avéré qu'un officier est responsable des ordres qu'il donne. Et sauf que là, à l'époque, c'est l'Élysée qui pilote. C'est mon ami Hubert Védrine, avec un président Mitterrand qui est agonisant. Et c'est bien l'Élysée qui pilote cette opération. Le drame, c'est qu'au fond, la vraie compétence d'un officier, c'est de savoir dire non. Et c'est sans doute la chose qui est la moins enseignée. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur Saint-Cyr, qui est le berceau de la formation des officiers. On leur apprend à faire la guerre et à se taire. Mais la vraie qualité d'un officier, c'est pas d'obéir. C'est son humanité, c'est le moment où il est capable de dire « non, je ne ferai pas ça ». Moi, j'ai été confronté à plusieurs situations assez compliquées, mais je me souviens qu'en particulier à Sarajevo, j'ai reçu l'ordre de laisser tuer des soldats français. Parce que, je reprends l'ordre qui évidemment était oral, politiquement, il n'est pas souhaitable de s'en prendre aux Serbes. C'est l'époque où l'Élysée, toujours le même, d'ailleurs la même équipe, avait décidé que les Serbes, étant les alliés historiques de la France, il était hors de question d'intervenir contre eux. Et je dis ça parce que c'est exactement le cas de l'armée israélienne. On m'a donné l'ordre de laisser tuer des soldats français. Je ne savais pas comment dire non, mais j'y avais réfléchi depuis longtemps. Et donc j'ai demandé un ordre écrit. La situation est grotesque.
je suis dans un véhicule blindé, on est dans une tranchée, on est bombardé par les Serbes. J'imagine bien qu'avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'apporter une missive signée d'un commandeur français pour me dire « vous devez faire partir vos frappes aériennes parce que gna 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 », ça n'arriverait pas. Et tout le monde a compris que j'étais en train de désobéir sans le dire. Ça m'a valu de sérieux ennuis. Mais quand j'ai été menacé de conseil de guerre pour avoir désobéi en temps de guerre, parce que c'était considéré comme un temps de guerre, et que j'ai demandé qu'on écrive l'ordre auquel j'ai refusé d'obéir, là, tout le monde a disparu. Donc, on voit bien qu'il y a une question de droit qui se pose, et il y a une question de culture chez les militaires. La question de droit, c'est à quel moment, ou plutôt au moment où on ne respecte plus le droit international, pour moi, un officier est parfaitement en droit de dire non. Et la question de la culture militaire, c'est est-ce qu'on apprend réellement, et notamment à Saint-Cyr, aux officiers qui vont officier pendant 40 ans dans l'armée française, cette responsabilité qui est tragique, que seuls eux ont le droit de dire non. C'est ça leur rôle. C'est pas d'obéir aux ordres, c'est de comprendre le moment où il faut dire non. Oui, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur ce que vous avez très clairement expliqué comme étant l'objectif de Netanyahou de détruire tout Gaza et pousser un départ volontaire. Et vous dites dans ce cas-là, il ne détruit pas la population, mais le territoire, donc on ne peut pas qualifier ça de génocide. Mais ne pourrait-on pas en droit rendre en tout cas Netanyahou, en tout cas l'État d'Israël, coupable de départ forcé? Et un départ forcé de population qui, sauf erreur de ma part, là je ne suis pas sûre de moi, est un crime de guerre à minima. Donc sinon ça serait trop facile. Ils ont bombardé, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de nourriture, donc c'est forcément, les gens n'ont plus d'autre choix que de se jeter dans la mer. Est-ce que ça ne serait pas un déplacement forcé de population? Oui, bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que Netanyahou faisait plus de différence entre le Hamas et les Palestiniens. Est-ce que la population israélienne, elle, fait aujourd'hui la différence? Et je fais bien avec la question de ma voisine par rapport au projet de Netanyahou. Même chose, quelle est la position de l'opinion publique israélienne, qu'en pensent les Israéliens? Une dernière, oui, et après on va faire une... Bonsoir, j'ai également une question sur les conséquences en termes d'image du droit international. On a vu que l'ONU avait été portée comme principal responsable de cette guerre, ou du moins de la pertinence du droit international à pouvoir être appliqué. Et on le voit aussi aujourd'hui en Afrique avec les milices Wagner qui agissent, mais également en Ukraine, que le droit international a du mal à être respecté et qu'en termes de non-respect, on n'a pas toujours l'impression qu'il y a des sanctions qui soient prises qui permettent de s'assurer de son applicabilité et de son respect en tout temps et en toute situation. Je vais essayer de répondre rapidement aux trois questions. La question de l'exode, elle est extrêmement perverse. Parce que, en fait, le but de Netanyahou, c'est justement de ne pas avoir à organiser un exode, mais de faire en sorte que les Palestiniens n'aient pas d'alternative. Parce qu'il sait qu'un exode, c'est un crime contre l'humanité. Il le sait très bien. Et par conséquent, il essaye de jouer avec cette limite, qui pour moi est odieuse, qui est vraiment perverse, qui consiste à faire en sorte que ce n'est pas lui qui décide que les Palestiniens quittent le territoire de Gaza, de la bande de Gaza, ce soit les Palestiniens qui n'aient pas d'autre choix. Mais que ce n'est pas Netanyahou. Ce n'est pas l'armée israélienne qui va obliger les gens à partir, qui va les chasser, qui va commencer à tirer, etc. C'est les Palestiniens. Et ça, c'est particulièrement pervers. Par contre, le comportement, ou je dirais, encore une fois, c'est une décision du gouvernement israélien, donc du gouvernement Netanyahou. La politique, tout c'est pas une politique, il n'y a pas de stratégie chez Netanyahou. Mais la guerre qu'il mène aujourd'hui contre la bande de Gaza, pour moi, relève du crime de guerre. C'est-à-dire le fait qu'on cible volontairement des infrastructures et une population civile dans des opérations répétées dans lesquelles on sait pertinemment qu'on va faire des milliers de morts civiles, c'est un crime de guerre. Je vais prendre juste un exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions autour du sujet. Les Israéliens ont fait appel massivement à l'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle en technique d'artillerie du ciblage. En fait, ça a l'air con, mais quand vous voulez mener des centaines de bombardements tous les jours pendant maintenant 6 mois,
C'est compliqué, parce qu'il y a un moment, trouver 200 cibles, c'est pas comme ça, quoi. Donc, il faut, normalement, c'est des équipes spécialisées en état-major qui font du ciblage, donc qui cherchent quelles sont les coordonnées, pourquoi on tape sur telle cible, et qui doivent mesurer c'est quoi les dommages collatéraux, etc. Si les Israéliens avaient été obligés de faire appel à des techniques, je vais dire conventionnelles, pour organiser ces bombardements, il aurait fallu qu'ils mobilisent sans doute 1 millier de personnes uniquement pour faire le ciblage. Parce que c'est considérable ce qu'ils ont fait en termes de bombardement. Et surtout, c'est répété tous les jours. Et bien sûr, sur des cibles nouvelles, ils ne se contentent pas de tirer sur la même cible. Donc, ils ont fait appel massivement à l'intelligence artificielle pour faire ce travail de préparation, et sachant que ce sont quand même des officiers qui, à la fin, valident. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, est très artificielle comme type d'intelligence. Donc, elle va juste chercher sur des critères que vous lui avez fixés, dans les données que vous possédez, des solutions de tir. Et donc, typiquement, dans ce ciblage-là, il est entendu que les dommages collatéraux sont considérables. Tout à l'heure, j'en parlais sur les règles d'engagement, là où, par exemple, quand mes camarades français devaient mener une frappe autour du Mali sur des groupes djihadistes, ils devaient calculer exactement le ratio de risque, parce qu'on ne sait jamais si ce sont vraiment des dommages collatéraux. Et en gros, pour une cible, ils avaient très rarement la possibilité d'avoir plus de 3 ou 4 dommages collatéraux autour. En disant c'est inacceptable que pour tuer un groupe de 3 djihadistes, on tue plus de 8 personnes autour. Sachant que le statut est toujours compliqué en dommages collatéraux. Est-ce que c'est des personnes qui accompagnent les djihadistes qui sont des apprentis miliciens? Est-ce que c'est leur famille? Est-ce que c'est des civils qui sont... Voilà. Donc ils sont plutôt à 1 pour 3, 1 pour 4. Et ça posait de terribles questions. Là, actuellement, sur le bilan qu'on a sur la bande de Gaza, on est à 9 dommages collatéraux pour une cible visée. 90% des victimes actuelles de l'offensive israélienne sont des civils sans lien avec le Hamas, sans lien présumé, parce qu'il y a toujours une marge d'incertitude. On est dans des rapports qu'on n'a jamais connus dans des opérations militaires, sauf des opérations de dévastation, comme mène actuellement la Russie de Poutine en Ukraine, qui vise essentiellement des cibles civiles. On voit bien d'ailleurs une manière de faire qu'on proscrit quand on est dans la guerre en Ukraine, et qu'au fond, on tolère de la part d'une société démocratique. Alors, pardon, j'avais d'autres questions, je les ai notées. Oui. La confusion entre le Hamas et les Palestiniens, oui, elle est largement partagée par la société israélienne. Et ça, je pense que c'est lié, d'une part, à l'effet de sidération et à l'absence de débat équilibré dans la société israélienne. Vous savez que la société israélienne est une société éminemment démocratique. On le voit d'ailleurs à ces médias qui sont très virulents, très contradictoires, et dans lequel, en général, c'est même pas des débats, c'est des polémiques permanentes autour d'eux. On fait ça, on le fait pas, on a raison, on a tort, etc. Or, actuellement, sur ce sujet, il n'y a quasiment pas de polémique. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est Haaretz qui l'a montré le premier, en disant on ne réfléchit pas à la différenciation entre le Hamas et les Palestiniens de la bande de Gaza. Donc on voit bien qu'il y a une absence de débat, et vous savez, quand il n'y a plus de débat, la démocratie s'efface. Et c'est ça qui est grave dans la situation actuelle, à mon avis. Sur le projet de Netanyahou, est-ce que les Israéliens en ont conscience? Non, puisque Netanyahou ne l'affiche pas. Ceux qui prennent de la distance, je le vois d'ailleurs beaucoup dans les cercles juifs en France, en particulier, je veux dire, mes camarades qui sont plutôt de centre-gauche, commencent à avoir cette distance. Et à dire, non, d'abord, comment on a pu laisser les mains libres à Netanyahou? Ce qu'il est en train de faire, c'est de la folie. Et ils comprennent. Là où il y a 3 mois, quand je leur disais, je pense que Netanyahou poursuit plutôt un projet de destruction massive de la bande de Gaza, je n'étais pas sorti parce que nous avons des relations anciennes, mais je sentais que ça allait mal se passer. Aujourd'hui, ils m'écoutent et je vois très bien qu'ils s'emparent du sujet. Ça devient là la donnée d'un débat. C'est-à-dire que pour eux, oui, c'est tout à fait problématique. Au sein de la société israélienne, je pense que les gens font beaucoup l'autruche actuellement, à cause de cet effet de sidération, et aussi parce que quand on est face à une telle horreur, on n'a pas envie de le voir. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je suis le premier officier à avoir témoigné de l'affaire du Rwanda, c'est-à-dire le fait que la France a aidé des génocidaires.
quand même inouï. Moi, j'ai été élevé dans la génération qui croyait au plus jamais ça. Là, quand j'ai commencé à en parler, je me souviens très bien de Maria Malagardis, qui est une grande journaliste de Libé, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et qui m'a dit, tu verras comme c'est difficile dans la société française d'être entendu sur ce sujet. Parce que personne n'a envie d'entendre qu'il a un lien avec un génocide. La société elle-même ne veut pas l'entendre. C'est tellement difficile. Comment nous, Français, un lien avec un génocide? Et pourtant, c'est le seul génocide qu'on aurait pu empêcher. Sur l'ONU et le droit international humanitaire, la question est terrible. C'est qu'en fait, le droit international humanitaire, il s'applique tant qu'on reste avec des nations qui respectent le droit. Et là, le problème, c'est qu'on s'oppose, ou plutôt on se voit opposé à des belligérants qui ne respectent plus rien. C'est typique dans la Russie de Poutine. Il n'y a plus aucun droit. Et en plus, il est capable de raconter exactement le contraire de ce qu'il est en train de faire. Je reviens sur Piotr Tolstoï, je vous assure, ça m'a glacé le sang. Pourtant, commence à avoir un sang assez immunisé. De l'entendre me dire froidement que ce qu'il faisait en Ukraine, c'était libérer la population, alors qu'ils affichent des milliers de morts, et des milliers de morts du côté russe, parce qu'ils font massacrer leurs gamins pour une guerre qui est totalement inutile. C'est terrifiant. C'est la négation du droit international. Ce qui est gênant, en fait, avec je ne suis pas juriste, mais je travaille souvent avec des juristes internationaux sur le sujet, c'est qu'en fait, ce droit n'existe que si on est en face de parties prenantes qui le considèrent. Et toute la question s'écrase à partir du moment où certains le refusent. Et à partir de ce moment-là, on a l'impression que nous, on est là avec nos droits humanitaires internationaux à dire on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci. Et les autres en face, ils n'ont juste rien à faire. Et donc, c'est ça la limite. En fait, cette limite n'existerait pas si l'ONU avait une vraie capacité de décision autonome et qu'elle sache imposer quelque chose à ses pays membres. Mais en fait, l'ONU, il faut bien se rappeler que c'est un club des nations qui ne peut pas prendre de décision contraire à un de ses membres. Et par conséquent, toute la limite de l'ONU est là. Moi, je me souviens d'opérations de l'ONU, je pense au Cambodge, les gens critiquaient terriblement l'absence de décision de l'ONU. Mais en fait, c'était l'absence de décision de certains pays membres. C'est un peu comme dans les pires moments électoraux en France, quand on commence à dénoncer la politique de Bruxelles, je pense en particulier, vous savez, à ce parti qui se dit nationaliste là, en France, le Rassemblement national, qui ressemble plutôt à la Russie patriote de Poutine, quand il commence à nous expliquer que c'est Bruxelles qui a pris telle décision, non, Bruxelles ne prend pas de décision. Ce sont les pays membres de l'Union européenne qui prennent les décisions. Par conséquent, il ne faut pas confondre et voilà, et nous prendre pour des pigeons. Mais sur la question du droit international humanitaire, le problème se pose à partir du moment où un acteur ne le respecte pas, dans la mesure où les autres ne savent pas lui imposer. Ce que j'espère, c'est que la guerre en Ukraine, comme la guerre sur Gaza aujourd'hui, à un moment s'arrêtera. On espère tous que ce ne soit pas dans trop longtemps. Et qu'à ce moment-là, le droit viendra, la justice viendra, même si elle est en retard. Elle n'aura pas pu empêcher ça. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y ait des procès, parce que ça met en place des références, une jurisprudence. Il faut qu'il y ait des exemples. Il faut qu'il y ait des soldats israéliens qui soient condamnés pour que les générations qui suivent puissent se dire « Ah non, ça, on ne peut pas le faire. » Parce que si on le fait, un jour, on sera condamné. C'est ce qui, moi, m'a le plus manqué en France dans l'affaire du Rwanda. C'est, vous voyez, la commission Duclerc, pardon de faire cette digression sur le Rwanda, mais je la trouve intéressante en termes de vie de la société. La commission d'historiens présidée par Vincent Duclerc conclut à un désastre français et à une responsabilité accablante de l'Élysée. Ok. Et qui sont les responsables? Tant qu'on n'aura pas jugé quelques responsables, on sait très bien qu'il y en a qui échapperont, mais ce qui est important, c'est d'avoir quelques responsables pour pouvoir dire aux générations qui suivent, si vous faites ça, un jour la justice vous rattrapera. C'est tout l'intérêt du procès Papon. C'est pas de faire le procès à tous les gens qui ont collaboré en France, c'est d'en prendre un symbolique pour dire aux autres, le jour où vous collaborez avec des monstres comme les nazis, vous serez rattrapés par la justice. C'est ça qui est indispensable. J'espère que ce travail aura lieu. Malheureusement, il échoue à prévenir ces conflits. Il y a encore une question en ligne ou... Non, c'est bon? Ok. Est-ce qu'on va prendre peut-être une ou deux dernières questions, puisqu'on approche de... Oui, j'aurais voulu simplement avoir votre analyse de ce fameux militaire, de ce fameux réseau de souterrains à Gaza. Est-ce que c'est si important que ça? Et qu'est-ce qui explique que l'armée israélienne, qui a quand même le contrôle du terrain, n'ait pas réussi à les détruire ou à les inonder ou à les dynamiter, etc. Ou déjà empêcher leur construction à l'époque.
peut-être. Je voulais vous demander si on pouvait comparer en termes de contexte historique et d'objectifs politiques l'attaque du Hamas sur Israël avec celle du FLN en Algérie ou de la CN en Afrique du Sud. Et si oui, est-ce qu'on peut considérer que dans ce cas-là, c'est une stratégie militaire pas légitime, mais au moins efficace en termes, dans un contexte de lutte pour la liberté ou l'indépendance? Une dernière question? Je la pose moi. Ouais, alors vas-y. Vas-y, En fait, Jenny. c'est deux micro-questions. Quelles sont les pertes israéliennes de l'armée israélienne dans les conflits? Et la deuxième, en fait, comment on peut préparer, en fait, un des problèmes qui s'est présenté, c'est les retours des militaires qui ont fait des exactions et qui ont vu des exactions dans la société civile, et donc la réincorporation de ces soldats à l'intérieur de la société, et quels sont les traumas et les défis que cela va poser. Les souterrains, c'est une question qui m'a beaucoup étonné parce que c'est celle à laquelle avaient été confrontés les Américains pendant la guerre du Vietnam. Et ils avaient essayé avec leur bombardement massif, s'étaient mis en tête qu'ils allaient détruire les souterrains. Non seulement ils y sont jamais arrivés, non seulement ils ont abîmé le Cambodge et le Vietnam pour des décennies, mais en plus ils ont commis des destructions absolument étonnantes sans jamais arriver à leur objectif. En fait, le problème d'un souterrain, c'est que ce ne sont pas des hommes, c'est une infrastructure qui se reconstruit aussi vite qu'elle a été détruite. Les Américains l'ont dit aux Israéliens, parce qu'ils avaient gardé la mémoire de ce sujet. Ils leur avaient dit, mais votre lutte contre les souterrains, pardon, mais c'est comme si vous essayiez de vider un sablier, quoi. En fait, vous remplissez, donc vous détruisez un souterrain, mais il n'y a rien de plus facile de reconstruire un souterrain, il faut juste forer. Et en plus, le réseau est tellement important et que, en réalité, personne ne sait l'analyser. Les Israéliens pensent qu'ils ont trouvé, les 2 ou 3 premières couches, mais on pense qu'il y en a une dizaine. Oui, oui, bien sûr. Mais oui, parce que, alors, ce sont des sols qui sont compliqués, dans lesquels il y a des tunnels qui sont effondrés, je passe les détails, mais c'est pas très compliqué à construire un souterrain, c'est très compliqué à détruire, parce qu'en général, vous rendez instable le terrain, donc vous détruisez aussi ce qu'il y a au-dessus. Alors vous allez me dire, ça peut couper un certain nombre de souterrains. Oui, mais vous savez les recreuser et recommencer. Et c'est ce qui fait que l'armée israélienne, qui a déclaré il y a maintenant pratiquement 3 mois qu'elle n'avait plus besoin de rester dans le nord de Gaza et qu'elle avait juste un cordon ombilical à faire parce qu'elle contrôlait le terrain, en termes militaires, on dit nettoyer. Pas un beau terme. Elle avait nettoyé le terrain. Elle est toujours, tous les jours, soumise à des... à des attaques, à du harcèlement en fait, de quelques membres du Hamas, parce que de toute façon, dans les décombres, les gens se cachent très très facilement. C'est le milieu urbain est très dur en termes de combat, il est encore plus terrible quand l'urbanité a été détruite, parce qu'elle est impossible à sonder et à traverser. Et on sait que les souterrains permettent à des membres du Hamas de continuer à se déplacer. Et en fait, encore une fois, c'est une guerre sans fin et tout ce qu'on a mis sur la table, on va inonder les souterrains, on va se dire, mais c'est comme si on voulait attraper les nuages, quoi. Voilà, ça fonctionne pas mieux. Donc c'est une impasse, en fait. Non, ça ne finira jamais. Non. D'ailleurs, c'est pas les infrastructures. Comment vous pouvez croire que vous avez détruit le Hamas parce que, soi-disant, vous avez fait exploser un quartier général? Vous avez fait exploser une pièce. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une confusion entre l'infrastructure et les personnes mêmes. Hamas par rapport au FLN. Alors, pardon, je vais prendre 2 minutes sur le sujet parce que moi, j'ai été formé à Saint-Cyr en 1985 par la dernière génération de militaires français qui avaient fait la guerre d'Algérie. Et c'était très impressionnant parce qu'ils n'en parlaient jamais. En fait, ils étaient incapables d'en parler. On va commencer à répondre à la 3e question. On est 23 ans après la guerre d'Algérie. Et pour eux, c'est un fantôme. Parce que en fait, ils ont été engagés dans un combat sans issue que tous ont perdu. Tous. Une espèce de guerre civile atroce. Et je pense que s'ils avaient pu s'exprimer sur ce sujet, peut-être on aurait pu les aider. Le problème, c'est qu'il y a cette culture du silence qui est très forte dans les armées, en particulier dans l'armée française, qui fait que c'était impossible pour eux d'en parler. Moi, je l'ai découvert parce que, je crois que c'est la 3e année de Saint-Cyr, ils ont invité Pierre Schoendorfer à une conférence, cinéaste français,
qui avait été un temps dans l'armée, qui a fait toute son œuvre autour de ces conflits, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et ce qui m'a frappé, je m'en souviens comme si c'était hier, on était dans un immense amphithéâtre des écoles de Couët-Quidan, il devait y avoir 700 personnes. L'amphi-Napoléon, bien sûr, c'est Napoléon qui a créé Saint-Cyr. Et Pierre Schoendoerfer arrive, il est sous, il a bu dans l'avion qui l'emmenait de Paris jusqu'à Rennes. Il y a un vieux sous-officier qui est à côté de moi qui dit « Oh, mais je le connais, Pierre. Quand il est stressé, il boit. Il boit pour arriver à tenir debout. » Et il arrive sur la scène, il y a une scène quasiment de théâtre, de cinéma. Pendant 1h30, il nous a parlé sans jamais évoquer la guerre d'Algérie. Comme si c'était un fantôme. Comme chez les Navarros, il ne faut jamais évoquer ces fantômes, sinon on leur donne vie. J'avais l'impression qu'il tournait autour d'un iceberg. C'était très impressionnant. Il nous a parlé pendant 1h30 sans jamais parler du sujet sur lequel on l'attendait. Et je me souviens que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ma génération sera différente. Elle ne mourra pas avec un ulcère à l'estomac, elle racontera ce qui s'est passé. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est moi qui le ferai. Et ce qui a été un exercice extrêmement difficile. Mes camarades m'en ont voulu à mort d'avoir raconté, non pas la vérité, parce qu'ils savent très bien que ce que je raconte est authentique, mais simplement d'avoir brisé cette loi du silence. Par rapport au Rwanda, par rapport à Sarajevo, voilà, ils ont très mal supporté qu'on raconte cette histoire. Et en fait, pour revenir à l'histoire du FLN, pour moi, ça n'est absolument pas comparable. Bien sûr que le FLN a commis des actes terroristes, mais n'a jamais commis un acte de l'ampleur de ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, qui était vraiment destiné à, briser la conviction des Israéliens qu'ils pourraient vivre un jour en paix. Ce niveau de violence et de barbarie, on sait très bien que dans les actes terroristes, puis après dans ce qui a suivi, la répression, la torture, vous vous rendez compte, les Français, ils ont mis presque 20 ans à reconnaître qu'ils avaient torturé en Algérie, alors que c'était des règles d'engagement. Il faut le faire. Et que c'est un de mes grands prédécesseurs, un général dont j'ai oublié le nom, qui a été un des premiers à le dire. Il a été ostracisé par sa génération d'officiers pendant pratiquement 20 ans, parce qu'il avait osé dire la vérité, que c'était inadmissible d'avoir torturé des jeunes Algériens. Cette guerre a complètement abîmé notre relation avec l'Algérie, et je vais dire pratiquement avec le Maghreb, pendant plusieurs décennies. Et là, j'en viens à la troisième question. C'est qu'en fait, quand on a connu un tel niveau de violence, il faut presque attendre que les générations qui ont connu ça disparaissent pour pouvoir entrevoir autre chose. Ça m'a beaucoup frappé au Cambodge. Quand je suis arrivé au Cambodge, c'était tout de suite après le génocide. En fait, les gens qui avaient vécu le génocide étaient incurables. Et je pense que la génération qui a connu cette violence-là, aussi bien d'ailleurs du côté palestinien que du côté israélien, ne se remettra jamais de ces événements. Ils se tairont, c'est ce qu'ils font tous pendant des années. Puis un jour, il y en a un qui parlera et tout le monde lui tombera dessus en disant « mais il ne faut pas que tu le dises, c'est dangereux. » Dangereux pour eux, c'est dangereux pour eux, leur silence. Puis progressivement, les langues commenceront à se délier et là, on comprendra que la souffrance et la blessure est tellement profondément en eux qu'ils ne pourront jamais vivre avec. Et que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Puis normalement, c'est la génération qui suit qui commence à demander des explications. Et c'est celle qui réfléchit à ce qui s'est passé. Et c'est la troisième génération qui est au fond la plus dangereuse, parce que c'est celle dont la mémoire peut s'effacer si on ne leur a rien transmis. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.